Attends, ce n'est pas ton ex-femme, la pauvre. Je pensais qu'elle était stérile. Comment a-t-elle eu des triplés? Tu sais, parfois, la vie a une façon amusante de boucler la boucle. Parfois, la personne qui t'a brisé devient la raison même pour laquelle tu découvres à quel point tu es vraiment fort. Je m'appelle Rosaline, et voici l'histoire de comment je suis passée d'une femme qui donnait tout à un homme qui ne me donnait rien, à une femme qui est entrée au mariage de cet homme avec des triplés sur la hanche et de la dignité dans le cœur. Avant de continuer, je vous demande une petite faveur. Cliquez sur le bouton d'abonnement, mettez un pouce en l'air à cette vidéo et indiquez votre pays dans les commentaires. J'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Merci. Mais commençons par le début, car chaque fin mérite un commencement approprié. J'avais 23 ans quand j'ai épousé Jérôme. 23 ans et tellement pleine d'espoir que ça irradiait presque de ma peau. Je croyais aux contes de fées, vous savez. Je croyais que l'amour triomphait de tout, qu'une bonne femme pouvait aimer un homme jusqu'à le rendre meilleur, que le mariage était une chose sacrée où deux personnes construisaient quelque chose de beau ensemble. Jérôme était beau, de cette beauté qui rend vos amis jalouses et votre mère nerveuse. 1m88, peau lisse et sombre, un sourire qui pouvait faire fondre la peinture des murs et des mots qui vous faisaient sentir comme la seule femme au monde. Quand il m'a demandé en mariage devant cette petite église à Atlanta où nous nous étions rencontrés, je me sentais la femme la plus chanceuse du monde. Le premier signal d'alarme aurait dû être son fils, Fred. Pas Fred lui-même. Ce bébé était innocent dans tout ça. Mais la façon dont Jérôme parlait de la mère de Fred, Veronica. C'était juste une erreur, disait-il chaque fois que je mentionnais qu'ils se parlaient encore régulièrement. Tu es ma femme maintenant, bébé. Tu es mon avenir. J'avalais ces mots comme un médicament. Amer, mais nécessaire. Je me disais qu'aimer Jérôme signifiait l'accepter entièrement, y compris son passé. Je me disais qu'être une bonne épouse signifiait soutenir mon mari, même si ce soutien avait le goût du verre pilé. Le deuxième signal d'alarme a été la manière dont il m'a traité quand nous n'arrivions pas à avoir d'enfants tout de suite. Mois après mois, je faisais ces tests, espérant et priant pour voir 2 petites lignes. Mois après mois, rien. Et Jérôme, lui, s'assurait que je sache de qui il pensait que c'était la faute. Mon garçon est fort, disait-il en désignant les photos de Fred sur notre cheminée. J'ai déjà la preuve que je peux faire des bébés, alors qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ces 4 mots sont devenus la bande-son de mon mariage. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi quand le dîner n'était pas exactement à son goût? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi quand je lui demandais de passer moins de temps à envoyer des messages à Veronica? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi quand je suggérais qu'on aille tous les deux chez le médecin pour comprendre pourquoi on n'arrivait pas à concevoir? Je ne vais pas chez le médecin, lançait-il. J'ai un fils en bonne santé qui court partout. C'est toute la preuve dont j'ai besoin que tout fonctionne là-dedans. Alors j'y suis allée seule. Mois après mois, rendez-vous après rendez-vous, test après test. Je les ai laissés me piquer, me sonder, examiner chaque recoin de mon système reproducteur. J'ai bu ces boissons de contraste infect pour les imageries. Je me suis allongée sur des tables froides pendant que les machines bourdonnaient autour de moi. Je me suis soumise à des procédures qui me laissaient avec des crampes, des saignements et des pleurs dans les parkings des hôpitaux, seule. Seule. Et vous savez quoi? Tous ces tests ont montré que j'étais parfaitement, complètement à 100% fertile et en bonne santé. Mes ovules étaient bons, mes trompes étaient dégagées, mes niveaux hormonaux étaient parfaits comme dans un manuel. Il n'y avait absolument rien qui n'allait pas chez moi. Mais Jérôme ne voulait pas entendre ça. Quand je suis rentrée avec les résultats, presque tremblante de soulagement et d'espoir, il a à peine levé les yeux de son téléphone. « C'est bien, bébé ?» a-t-il marmonné, les doigts courants sur l'écran, probablement en train d'envoyer un message à Veronica. « Jérôme, ça veut dire que le problème ne vient peut-être de moi ?» ai-je commencé, mais il m'a coupé, levant enfin les yeux avec un regard devenu glacial. « J'ai la preuve qui marche à la maison et qui m'appelle papa. Ne commence pas avec ces bêtises. » La douleur physique était déjà assez dure. Jérôme avait des mains promptes à saisir, à serrer un peu trop fort quand il était frustré. Il ne m'a jamais frappé. Il était trop malin pour ça, trop soucieux de son image. Mais il trouvait d'autres moyens de me faire mal. Une prise sur mon poignet qui laissait des marques. Des doigts s'enfonçant dans mes épaules quand il voulait faire passer un message. Le genre de geste qui, de l'extérieur, ressemblait à de l'affection, mais qui, pour moi, étaient des avertissements. La douleur émotionnelle était pire. Jérôme était un artiste
quand il s'agissait de me détruire. Il savait exactement quel mot ferait le plus mal, comment me faire sentir petite, inutile et reconnaissante pour les miettes d'attention qu'il daignait me donner. « T'as de la chance que je t'ai épousée », disait-il pendant nos disputes. La plupart des hommes ne voudraient pas d'une femme qui ne peut pas leur donner d'enfants. Peut-être que si tu passais moins de temps à ouvrir la bouche et plus à comprendre ce qui ne va pas chez toi, on aurait peut-être une famille à l'heure qu'il est. Veronica n'a jamais eu de problème pour tomber enceinte. Peut-être que le problème, ce n'est pas les hommes. Peut-être que c'est toi. 6 ans. 6 ans à supporter sa colère, ses reproches, sa cruauté et à me convaincre que c'était ça, le mariage. 6 ans à le regarder envoyer des messages à son ex-petite amie, à faire semblant de ne pas remarquer quand il disparaissait pendant des heures sans explication. À rester éveillé la nuit en me demandant ce que je faisais de mal. 6 ans à lui donner tout, mon amour, ma loyauté, mon respect de moi-même et finalement, mon argent. L'histoire de l'argent a commencé quand le travail de Jérôme à l'atelier automobile a commencé à ralentir. Les affaires allaient mal, disait-il. Il réduisait les heures, on était en retard sur le loyer, sur les paiements de la voiture, sur tout. Je le voyais devenir de plus en plus frustré, de plus en plus en colère, et cette colère finissait toujours par revenir vers moi. J'avais économisé de l'argent, pas beaucoup. Mon travail au grand magasin ne payait pas beaucoup, mais j'étais prudente. Je découpais des coupons, j'achetais des marques génériques, je sautais le déjeuner plus souvent que je ne le prenais. Au fil des années, j'avais réussi à mettre de côté 12 000 $. C'était notre bas de laine. Je pensais à de l'argent pour une maison un jour, ou peut-être pour des traitements de fertilité si on décidait d'aller dans cette direction. Jérôme a découvert cet argent un mardi. Je ne me souviens même plus comment c'est arrivé. Mais soudain, il me regardait avec une expression que je n'avais jamais vue avant. Pas de la colère, pas de la frustration, mais quelque chose qui ressemblait presque à de la faim. 12 000 a-t-il répété. Tu te gardais 12 000 pendant que je stressais pour les factures? Je gardais ça pour nous, ai-je dit rapidement, reconnaissant le danger dans sa voix. Pour notre avenir, pour quand? Notre avenir, c'est maintenant, m'a-t-il interrompu. J'ai une opportunité, Rosaline. Une vraie opportunité. Mon pote Damon, il ouvre une 2e succursale pour son pressing. Il a besoin d'un partenaire. Quelqu'un pour gérer le nouveau site. Ça pourrait être ça, bébé. Ça pourrait être notre porte de sortie. J'aurais dû dire non. Chaque instant dans mon corps me hurlait de dire non. Mais Jérôme me regardait avec quelque chose qui ressemblait presque à de l'amour. Il me parlait comme si j'étais sa partenaire, pas son problème. Et j'étais tellement désespérée de ressentir ça que j'ai ignoré tous les signaux d'alarme. Combien il lui faut? Me suis-je entendu demander? Tout, a dit Jérôme rapidement. Les 12 000 $. Je sais que c'est beaucoup, bébé, mais pense-y. C'est notre chance. Une fois que l'affaire décollera, on récupérera cet argent en un rien de temps. Et peut-être, s'approchant de moi, ses mains douces sur mon visage pour une fois, peut-être qu'une fois que je ne serai plus stressée par l'argent, on pourra vraiment se concentrer sur fonder une famille. L'espoir dans ces mots était comme une drogue. J'étais tellement désespérée de croire que nos problèmes étaient juste une question d'argent, qu'une fois nos finances en ordre, tout le reste suivrait. J'étais tellement désespérée de croire que Jérôme pouvait m'aimer comme je l'aimais. Cette nuit-là, je lui ai tout donné. J'ai vidé mon compte d'épargne et lui ai donné chaque centime que j'avais si durement économisé. Et Jérôme, il m'a serré fort et m'a murmuré des promesses à l'oreille sur comment tout allait changer, comment ça allait être le début de notre vraie vie ensemble. Je l'ai enregistré cette nuit-là sur mon téléphone. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'une partie de moi savait que je devais me protéger, ou peut-être que je voulais juste capturer ce moment où Jérôme semblait m'aimer à nouveau. Quelle qu'en soit la raison, je suis reconnaissante pour cet enregistrement. Le pressing a effectivement décollé. En 6 mois, Jérôme gagnait plus d'argent qu'il n'en avait jamais gagné de sa vie. L'entreprise rapportait des milliers de dollars chaque mois, et Jérôme se pavanait comme s'il avait construit un empire. Mais chose étrange avec le succès, ça n'a pas rendu Jérôme meilleur envers moi. Au contraire, ça l'a rendu pire. Maintenant qu'il avait de l'argent et de la confiance, il a commencé à agir comme s'il était trop bien pour la femme qui avait rendu tout cela possible. Il rentrait plus tard, s'habillait mieux, sentait un parfum que je n'avais pas acheté. Il a commencé à me parler comme si j'étais une employée plutôt que sa femme. Les messages avec Veronica sont devenus des appels. Les appels sont devenus des visites pour voir son fils. Les visites sont devenues des nuits passées là-bas,
Parce que Fred avait une pièce de théâtre à l'école, un match de foot, ou juste parce que Jérôme avait envie d'y être. Et moi, je travaillais toujours au grand magasin, luttant pour payer les courses pendant que Jérôme dépensait des centaines de dollars en nouveaux vêtements et en dîners coûteux auxquels je n'étais pas invitée. Je dormais toujours seule dans notre lit pendant qu'il prétendait travailler tard ou gérer des affaires. La fin est arrivée un jeudi. Je m'en souviens parce que j'avais prévu de préparer le dîner préféré de Jérôme, du poulet frit et du mac and cheese. Et je voulais lui faire la surprise d'annoncer que j'avais enfin économisé assez d'argent pour prendre les vacances dont on parlait. Ce n'était pas grand-chose, juste un week-end à Savannah, mais je pensais que ça pourrait nous faire du bien de partir ensemble. Je suis rentrée tôt du travail, les bras chargés de courses, les clés tintant, alors que j'essayais d'ouvrir la porte d'entrée. C'est là que j'ai entendu des voix venant de l'intérieur de notre maison. La voix de Jérôme et une autre que j'ai immédiatement reconnue. Véronica. Je suis restée figée sur mon propre porche, écoutant mon mari rire avec son ex-petite amie dans notre salon, les entendant parler de leur projet comme si je n'existais pas. Elle est tellement pathétique, disait Véronica, sa voix empreinte de cette cruauté particulière qui ne vient que des femmes qui pensent qu'elles gagnent. Elle joue encore à la maison comme si vous aviez un vrai mariage. Mec, je ne peux plus continuer comme ça longtemps, a répondu Jérôme. Et mon cœur s'est arrêté. Je gagne bien ma vie maintenant. Je n'ai plus besoin d'elle. Alors, qu'est-ce que tu attends? Divorce. Ce n'est pas si simple. Elle pourrait essayer de réclamer une part de l'entreprise. Et techniquement, elle m'a aidé à démarrer. Combien a-t-elle vraiment pu aider? Jérôme a ri, et ce son m'a transpercé comme une lame. Elle m'a donné 12 000 $ pour lancer l'entreprise. Elle a vidé tout son compte d'épargne. Et tu les as juste pris? Véronica semblait impressionnée. Je les ai pris et j'ai foncé. Cette femme est tellement désespérée que je l'aime. Elle me donnerait probablement ses reins si je le demandais gentiment. Ils ont ri tous les deux à ce moment-là. Ri de mon désespoir, de mon amour, de mon sacrifice. Ri de la femme qui avait tout donné pour un homme qui ne voyait en elle qu'un compte en banque sur pattes. J'ai reculé lentement de la porte, tout mon corps tremblant. Je suis restée dans ma voiture pendant 2 heures, pleurant jusqu'à ce qu'il ne me reste plus de larmes, essayant de comprendre quoi faire de cette information. Quand je suis enfin rentrée, Jérôme était seul, assis sur le canapé comme si rien ne s'était passé. « Salut, bébé », a-t-il dit nonchalamment, sans même lever les yeux de la télévision. « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» J'avais envie de l'affronter. J'avais envie de crier, de jeter des choses, d'exiger des réponses. Mais j'étais tellement brisée, tellement fatiguée, que je suis juste allée dans la cuisine et j'ai commencé à cuisiner. J'ai préparé son poulet frit et son mac and cheese, et je l'ai regardé manger pendant que mon cœur se brisait en morceaux de plus en plus petits. 3 jours plus tard, il a demandé le divorce. Il n'a même pas eu la décence de s'asseoir avec moi pour en parler comme un adulte. Il est simplement rentré du travail un jour et a jeté des papiers sur la table de la cuisine pendant que je faisais la vaisselle. « Signe ça », a-t-il dit simplement. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé, même si je le savais déjà. « Les papiers du divorce. Je veux sortir de ça, Rosaline. Ça ne marche pas. » Je me suis retournée lentement, un torchon encore dans les mains. « Qu'est-ce qui ne marche pas ?» Il a haussé les épaules comme si on parlait de la météo. « Tout, on n'a pas d'enfants, on ne parle presque plus. Et honnêtement, je ne t'aime plus comme ça. » La cruauté désinvolte de ces mots m'a coupé le souffle. 6 ans de mariage, et voilà comment ça se terminait. Des papiers sur une table et un haussement d'épaule. « Jérôme, on peut travailler là-dessus, » ai-je dit désespérément. « On peut aller en thérapie. On peut? »« Non, » m'a-t-il interrompu, déjà en train de marcher vers la porte. « J'en ai fini avec ça. Signe les papiers, Rosaline. Rends ça facile pour nous deux. » « Et l'entreprise? L'argent que je t'ai donné? » Il s'est arrêté à la porte, et pendant une seconde, j'ai cru voir quelque chose comme de la culpabilité traverser son visage, mais c'était parti si vite que j'ai peut-être imaginé. « C'était un cadeau, » a-t-il dit finalement. « On ne reprend pas un cadeau. Il n'y avait pas de contrat prénuptial. » Jérôme était tellement sûr de notre amour qu'il avait insisté sur le fait qu'on n'en avait pas besoin. « On sera ensemble pour toujours, bébé, » avait-il dit. Mais apparemment, pour toujours, avait une date d'expiration. En 1 mois, Véronica et Fred emménageaient dans notre maison. En 2 mois, le divorce était finalisé. En 3 mois, je chargeais tout ce que je possédais à l'arrière de ma Honda Civic et je m'éloignais de la vie que j'avais construite avec un homme qui ne l'avait jamais mérité. Je n'avais rien. Pas d'argent, pas de maison, pas de mari, pas d'enfant. À 29 ans,
Je devais repartir de zéro absolu. Et le seul endroit où aller était chez ma mère, à Chicago. Maman était malade quand je suis arrivée. Elle l'était depuis un moment, mais elle ne voulait pas m'inquiéter. Diabète et hypertension. Son médecin disait qu'elle devait changer son alimentation, réduire son stress, mieux prendre soin d'elle. Mais comment pouvait-elle faire ça en travaillant à 2 emplois juste pour payer ses médicaments? Elle avait tenu un petit restaurant autrefois, il y a des années. Rien d'extraordinaire. Juste un petit endroit qui servait de la bonne cuisine maison pour les gens du quartier. Mais quand elle est tombée malade, elle n'a pas pu suivre les exigences de la gestion d'un restaurant. L'endroit était fermé depuis 2 ans quand je suis revenue, et ça se voyait. « Je suis désolée que tu doives me voir comme ça, bébé », m'a dit maman la première nuit, me regardant avec des yeux pleins de tristesse et d'amour. Je voulais avoir plus à t'offrir en rentrant. « Maman, tu n'as rien à te reprocher », lui ai-je dit, tenant ses mains dans les miennes. « C'est moi qui devrais être désolée. J'aurais dû être là pour t'aider au lieu de courir après un homme qui ne voulait pas de moi. Ne t'avise pas de te reprocher d'avoir aimé quelqu'un, a-t-elle dit fermement. Ce n'est pas une faiblesse, Rosaline. C'est une force. Le fait que tu puisses aimer si pleinement, si complètement, même quand ça fait mal, c'est un don. Ne le laisse pas te voler ça. Mais j'avais l'impression qu'il m'avait tout volé. J'étais brisée, vidée, une coquille de la femme que j'étais autrefois. Je ne dormais pas, je mangeais à peine, je passais la plupart de mes journées à fixer le plafond, me demandant comment j'avais pu tout rater à ce point. C'est pendant un de ces jours sombres que je l'ai remarqué pour la première fois. Robert. Il était grand, mince, avec des yeux gentils et un appareil photo autour du cou. Il avait été engagé pour documenter les efforts de revitalisation de notre quartier. Et il revenait sans cesse, demandant s'il pouvait filmer l'ancien restaurant. Je sais qu'il est fermé, mais il y a quelque chose de beau dans les fondations de cet endroit. Je vois l'amour qui y a été mis. Maman l'a tout de suite aimé. Elle l'a invité à prendre un café et à passer des heures à lui raconter des histoires sur l'âge d'or du restaurant, sur les gens qui venaient pour le dîner du dimanche, sur la communauté qui s'était formée autour de son petit endroit. Moi, je me cachais surtout dans ma chambre lors de ces premières visites. Je n'étais pas prête à être entourée de gens, pas prête à faire semblant d'aller bien alors que tout en moi était brisé. Mais Robert était persistant, de la manière la plus douce possible. « Tu n'as pas à me parler », m'a-t-il dit un jour, me trouvant assise sur le porche arrière où je pensais pouvoir l'éviter. « Mais est-ce que je peux m'asseoir ici avec toi? Parfois c'est juste agréable d'avoir de la compagnie. » Et il s'est assis, sans parler, sans insister, juste en étant là. C'était la première fois en des mois que j'avais l'impression de pouvoir respirer correctement. Il m'a fallu 3 mois pour lui raconter ce qui s'était passé. 3 mois de sa présence constante, apportant des courses pour maman, aidant avec de petites réparations dans la maison, nous traitant toutes les deux avec une gentillesse dont j'avais oublié l'existence. Quand je lui ai enfin parlé de Jérôme, du mariage, de l'argent et de la façon dont tout s'était terminé, je m'attendais à de la pitié. Je m'attendais à ce qu'il me regarde comme si j'étais un bien endommagé, comme le font la plupart des gens quand ils entendent des histoires comme la mienne. Au lieu de ça, Robert s'est mis en colère. Pas contre moi, mais pour moi. Cet homme est un idiot, et un jour, il réalisera ce qu'il a abandonné. Je lui ai tout donné, ai-je murmuré, les mots me lacérant la gorge en sortant. Mon argent, mon amour, ma vie, tout. Et ça n'a pas suffi. Ce n'était pas une question de ne pas être assez, a dit Robert doucement. C'était une question de lui, qui n'était pas assez homme pour reconnaître ce qu'il avait. Lentement, prudemment, j'ai commencé à me reconstruire. Pas seulement ma vie, mais moi-même. J'ai commencé à aller en thérapie, à travailler sur le traumatisme de mon mariage et la dépression qui s'était installée sur moi comme une lourde couverture. J'ai commencé à aider maman avec ses rendez-vous médicaux, m'assurant qu'elle mangeait correctement et prenait ses médicaments. Et j'ai commencé à regarder cet ancien restaurant avec de nouveaux yeux. Le bâtiment était solide, juste fatigué. L'équipement de cuisine était vieux, mais fonctionnel. La salle à manger avait besoin de travaux, mais les fondations étaient bonnes, comme Robert l'avait dit. Et j'ai commencé à avoir une idée. Et si on ne le rouvrait pas comme un restaurant traditionnel? Et si on en faisait quelque chose de différent, quelque chose qui répondrait aux nouveaux besoins du quartier? J'ai commencé à faire des recherches. J'ai passé des heures à la bibliothèque, à en apprendre sur les food trucks et les concepts de plats à emporter, sur l'alimentation saine et les services de préparation de repas.
J'ai étudié les petites entreprises à succès, lu tout ce que je pouvais sur l'entrepreneuriat, le marketing et le service client. L'idée qui a commencé à se former était simple. Des repas sains et abordables pour les gens pressés. Des salades fraîches et des bols de céréales, des smoothies et des jus pressés à froid, des contenants de préparation de repas que les familles actives pourraient prendre en rentrant chez elles. De la nourriture qui nourrit le corps au lieu de simplement le remplir. Mais les idées ne payent pas les factures et je n'avais pas d'argent pour concrétiser ma vision. Alors j'ai commencé petit. J'ai trouvé un emploi dans une épicerie du coin, travaillant tôt le matin, rangeant les rayons et tenant la caisse. Ce n'était pas un travail glamour, mais c'était un travail honnête. Et chaque salaire me rapprochait un peu plus de mon objectif. Le soir, j'expérimentais. J'ai transformé la cuisine de maman en laboratoire de tests, essayant différentes recettes et combinaisons, apprenant sur la nutrition, les profils de saveurs et la sécurité alimentaire. Maman est devenue ma goûteuse et ma plus grande supportrice. C'est ça, bébé, m'a-t-elle dit une nuit après avoir goûté un bol de quinoa que j'avais préparé avec des légumes rôtis et une sauce au tahini. Ça va tout changer. Je voulais la croire, mais j'avais peur. Peur d'échouer, peur de perdre le peu que j'avais réussi à économiser, peur de me remettre en avant pour être à nouveau abattue. C'est alors que Robert a fait son offre. « Laisse-moi t'aider », m'a-t-il dit un soir, alors que je nettoyais après une autre nuit test de recettes. Je documente déjà les changements dans le quartier. Laisse-moi documenter ton parcours aussi. Robert, je n'ai pas d'argent pour te payer, ai-je dit. Il m'a interrompu. Je ne demande pas d'argent. Je demande à participer à quelque chose qui a du sens. Je crois en ce que tu fais, Rosaline. Je crois en toi. En y repensant, c'est peut-être à ce moment-là que j'ai commencé à tomber amoureuse de lui. Bien que j'étais trop effrayée et trop brisée pour le reconnaître à l'époque. La manière dont Robert se présentait jour après jour, la façon dont il voyait du potentiel en moi, alors que je ne le voyais pas en moi-même, était remarquable. Il a commencé à tout filmer. Mes visites matinales au marché des producteurs, mes sessions de préparation tardive, mes expériences ratées et mes petites victoires. Il ne m'a jamais fait sentir que je devais jouer un rôle pour la caméra ou être quelqu'un que je n'étais pas. Il documentait simplement la vérité de ce que je construisais, un petit pas à la fois. Il m'a fallu 2 ans pour économiser assez d'argent pour commencer à rénover le restaurant. 2 ans à travailler à double shift, à manger des nouilles instantanées et à dire non à toute dépense qui n'était pas absolument nécessaire. 2 ans où Robert me demandait de sortir avec lui et où je répondais que je n'étais pas prête. J'étais encore en train de guérir. J'avais besoin de me concentrer sur construire quelque chose pour moi-même avant de pouvoir construire quoi que ce soit avec quelqu'un d'autre. Je ne vais nulle part, disait-il chaque fois que je refusais. Je serai là quand tu seras prête. Et il l'était. À travers chaque revers et chaque petite victoire, chaque moment de doute et chaque éclair d'inspiration, Robert était là avec sa caméra et sa foi tranquille en ce que je construisais. La rénovation a été lente et minutieuse. Je ne pouvais pas me permettre d'embaucher des entrepreneurs, alors j'ai appris à faire le plus possible moi-même. YouTube est devenu mon professeur, alors que j'apprenais à poser du carrelage, à peindre et à installer des luminaires. Robert aidait dès qu'il le pouvait, et lentement, le vieux restaurant fatigué a commencé à se transformer en quelque chose de lumineux et accueillant. Je l'ai appelé Nourish, en l'honneur de maman, car elle avait toujours cru que la nourriture devait faire plus que remplir l'estomac. Elle devait nourrir l'âme. Le logo était simple. Un cœur formé de feuilles entrelacées, représentant l'amour mis dans chaque repas. Nous avons ouvert un mardi de mars, 2 ans et demi après mon retour à Chicago avec rien. J'étais terrifiée à l'idée que personne ne vienne, que tout ce travail soit pour rien. Mais à midi, il y avait une file d'attente devant la porte. Les gens aimaient ce que nous proposions. De la nourriture fraîche et saine qui ne coûtait pas cher, des repas pratiques mais non transformés, nourrissants mais sans prétention. Le bar à smoothie est devenu particulièrement populaire. Les parents pressés pouvaient prendre un petit déjeuner pour eux et leurs enfants. Les travailleurs pouvaient se ravitailler pour les shifts de l'après-midi. Les seniors pouvaient obtenir les fruits et légumes que leur médecin leur recommandait. Mais le succès n'est pas arrivé du jour au lendemain. La première année, je couvrais à peine mes frais. Je travaillais des journées de 16 heures, faisant tout, de la préparation des repas au service client, en passant par la comptabilité. Il y avait des nuits où je m'effondrais dans mon lit, si fatiguée que je ne pouvais même pas enlever mes chaussures.
Des matins où je me réveillais en me demandant si j'avais la force de tout recommencer. Robert continuait à filmer tout cela. Pas seulement les moments jolis, mais les vrais. Moi pleurant sur un mixeur cassé à 3 heures du matin. Moi célébrant notre première journée à $100. Moi apprenant lentement à sourire à nouveau, à rire à nouveau, à croire en moi à nouveau. Tu devrais publier ces vidéos, me répétait-il. Les gens ont besoin de voir cette histoire. Mais je n'étais pas encore prête à me montrer publiquement. Je me protégeais encore, gardant la tête baissée et me concentrant sur le travail. Je ne pouvais pas supporter l'idée que Jérôme ou quelqu'un de mon ancienne vie me voit lutter, me voit échouer. Et si ça ne marche pas? Ai-je demandé à Robert une nuit, alors que nous nettoyions après une journée particulièrement chargée. Alors, on trouvera autre chose, a-t-il répondu simplement. Mais Rosaline, et si ça marche? Et si c'était exactement ce que tu es censé faire? À la fin de notre 2e année, je savais qu'il avait raison. Nourish ne fonctionnait pas seulement, il prospérait. Nous avions des clients réguliers qui venaient tous les jours, des familles qui planifiaient leurs repas hebdomadaires autour de ce que nous proposions. J'avais embauché 2 employés à temps partiel et nous envisagions d'élargir nos horaires. Plus important encore, je prospérais aussi. La femme brisée qui avait quitté Atlanta n'existait plus, remplacée par quelqu'un de plus fort, plus confiant, plus sûr de sa propre valeur. J'étais toujours prudente en amour, protégeant encore mon cœur, mais je n'avais plus peur de mon ombre. C'est alors que j'ai finalement dit oui à Robert. C'était un vendredi soir, et nous fermions le restaurant ensemble, comme nous l'avions fait des centaines de fois auparavant. Mais quelque chose semblait différent cette nuit-là. Peut-être était-ce la façon dont le soleil couchant traversait les fenêtres. Ou peut-être était-ce simplement que j'avais enfin atteint un endroit où je me sentais entière à nouveau. Robert, et je dis alors qu'il rangeait son équipement de caméra. Oui, demande-moi encore. Il m'a regardé, et j'ai vu la compréhension éclairer ses yeux. Rosaline Johnson, a-t-il dit, posant sa caméra et s'approchant de là où je me tenais derrière le comptoir. Veux-tu dîner avec moi? Oui, ai-je répondu. Et cela ressemblait aux premiers mots honnêtes que j'avais prononcés depuis des années. J'adorais. Notre premier rendez-vous était dans un petit restaurant italien en centre-ville. Rien d'extraordinaire, juste de la bonne nourriture et une conversation facile. Mais c'était comme rentrer à la maison d'une manière que mon mariage avec Jérôme n'avait jamais été. Robert écoutait quand je parlais, riait à mes blagues, posait des questions réfléchies sur mes rêves pour le restaurant. J'ai une confession, a-t-il dit pendant le dessert. Je suis amoureux de toi depuis 2 ans. Mon cœur aurait dû s'emballer. J'aurais dû avoir peur, être submergée ou incertaine. Au lieu de cela, je me sentais en paix. Je sais, ai-je dit, et je pense que je suis prête à t'aimer en retour. Nous avons pris notre temps. Robert m'avait vu au plus bas, m'avait regardé me reconstruire à partir de rien, et il comprenait que j'avais besoin de faire confiance à mon propre rythme. Mais les fondations de notre relation étaient solides d'une manière que mon mariage avec Jérôme n'avait jamais été. Elles étaient basées sur l'amitié et le respect mutuel, sur des valeurs partagées et une affection sincère. 6 mois après notre premier rendez-vous, Robert m'a demandé en mariage, pas avec une grande mise en scène ou des gestes grandioses, mais calmement, un dimanche matin, alors que nous préparions des légumes pour la semaine à venir. « Épouse-moi », a-t-il dit simplement, levant les yeux des oignons qu'il coupait. « D'accord », ai-je répondu tout aussi simplement. « D'accord. » Nous nous sommes mariés au tribunal un jeudi, avec maman et les parents de Robert comme témoins. Je portais une simple robe blanche de chez Target et un bouquet de tournesol du marché des producteurs. Ce n'était rien comparé à mon premier mariage avec sa cérémonie élaborée à l'église et ses centaines d'invités. Mais c'était parfait, parce que c'était vrai. 3 mois après notre mariage, 2 choses incroyables se sont produites presque simultanément. D'abord, Robert m'a convaincu de le laisser publier certaines des vidéos qu'il avait tournées au fil des ans. J'étais encore nerveuse à l'idée de me montrer publiquement, encore protectrice de la vie que j'avais construite, mais j'avais confiance en son jugement. La première vidéo qu'il a publiée était simple. Moi expliquant ma philosophie derrière Nourish, parlant de comment la nourriture devait nourrir à la fois le corps et l'âme. Il l'a filmé de manière à ce que mon visage ne soit pas clairement visible, respectant mon désir d'intimité tout en partageant le cœur de ce que nous faisions. Cette vidéo a obtenu 1000 vues la première semaine, puis 5000, puis 50 000. Les gens la partageaient, la commentaient, demandaient où ils pouvaient trouver des aliments
comme ceux que je préparais. Des blogueurs culinaires ont commencé à me contacter pour des interviews. Des stations de télévision locales voulaient faire des reportages. Les commandes ont afflué, non seulement des clients locaux, mais de personnes à travers le pays qui voulaient essayer nos contenants de préparation de repas et nos mélanges pour smoothies. Nous sommes passés de quelques centaines de clients par semaine à l'expédition de produits à l'échelle nationale. La deuxième chose incroyable s'est produite 2 semaines après que cette première vidéo est devenue virale. Je travaillais tard un soir, essayant de suivre toutes les nouvelles commandes, quand j'ai commencé à me sentir étourdi. Au début, je pensais que c'était juste la fatigue. Je travaillais des journées de 18 heures pour augmenter la production. Mais quand les nausées ont commencé, j'ai su. J'ai fait 3 tests de grossesse cette nuit-là. Tous positifs. Quand je l'ai dit à Robert le lendemain matin, il a pleuré. Des larmes de joie, une joie débordante à l'idée de fonder une famille ensemble. Mais j'avais peur. Après des années à essayer avec Jérôme, après qu'on m'ait répété encore et encore que j'étais le problème, l'idée d'être enceinte semblait presque trop belle pour être vraie. Et si quelque chose tourne mal? Ai-je murmuré à Robert alors que nous attendions dans le cabinet du médecin pour mon premier rendez-vous. Alors, nous affronterons ça ensemble, a-t-il dit en serrant ma main. Mais Rosaline, et si tout se passait bien? Tout s'est passé bien. Mieux que bien. À 8 semaines, l'échographie a montré non pas un battement de cœur, mais 3. Des triplets. 3 bébés en bonne santé qui grandissaient ensemble. J'ai pensé à Jérôme à ce moment-là, à toutes les fois où il m'avait reproché notre incapacité à concevoir. L'ironie ne m'a pas échappé. Avec le bon partenaire, avec un homme qui m'aimait et me soutenait vraiment, mon corps n'avait pas seulement conçu, mais créé 3 vies d'un coup. Des triplets, a dit Robert, émerveillé, regardant l'écran de l'échographie avec des larmes dans les yeux. On va avoir des triplets. La grossesse n'a pas été facile. Porter 3 bébés a mis mon corps à rude épreuve, plus que je ne l'avais prévu. J'ai dû me retirer des opérations quotidiennes de Nourish, faisant confiance à mes employés pour faire tourner la boutique pendant que je me concentrais sur la croissance de nos filles. Oui, des filles. 3 petits miracles parfaits qui sont venus au monde en bonne santé et pleins de force. Les tenir pour la première fois, regarder leur visage et voir les yeux de Robert et mon nez, j'ai ressenti une complétude que je n'avais jamais cru possible. « Regarde ce qu'on a fait », a murmuré Robert alors que nous étions assis dans le lit d'hôpital, chacun tenant un bébé pendant que le 3e dormait paisiblement dans son berceau. « Regarde ce qu'on a fait », ai-je acquiescé. Mais je ne parlais pas seulement de nos filles. Je parlais de tout. L'entreprise, notre mariage, la vie que nous avions construite ensemble, la femme que j'étais devenue. Pendant les 2 années suivantes, nous avons vécu tranquillement mais abondamment. L'entreprise a continué à prospérer, les produits Nourish étant désormais disponibles dans les épiceries à travers le pays. Nous avons acheté une belle maison avec un grand jardin pour que les filles puissent jouer. Nous avons également acheté une maison pour maman, pour nous assurer qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin pour sa santé et son bonheur. Mais nous gardions nos vies personnelles privées. Je n'étais toujours pas prête à me dévoiler complètement au public, toujours protectrice de ma famille et de ma paix. Les vidéos que Robert publiait pour l'entreprise ne montraient jamais nos visages clairement, ne révélaient jamais de détails sur nos vies personnelles. Aux yeux du monde, Nourish était une marque à succès créée par une femme qui valorisait son intimité. Je pensais parfois à Jérôme, me demandant comment il allait, s'il était heureux de ses choix, mais ces pensées ne me faisaient plus mal. C'était juste des curiosités, comme si je me posais des questions sur un personnage d'un livre lu il y a longtemps. J'avais effacé tout ce qui concernait mon ancienne vie en quittant Atlanta. Nouveau numéro de téléphone, nouveau compte sur les réseaux sociaux, tout était nouveau. Pour Jérôme, j'avais disparu dans les airs. Et c'était exactement ce que je voulais, jusqu'à ce que cet appel téléphonique un dimanche change tout. Nous étions en train de dîner en famille, comme chaque semaine. Moi, Robert, les filles et maman. Les filles avaient maintenant 2 ans, elles marchaient, parlaient et mettaient leur nez partout avec l'énergie intrépide propre au tout petit. Robert poursuivait Zoé dans le salon pendant que j'aidais maman à mettre la table. Zara et Zuri jouaient avec des blocs dans un coin, leurs petites têtes penchées l'une vers l'autre, concentrées. C'était parfait, paisible, exactement le genre de vie dont j'avais toujours rêvé. C'est alors que le téléphone de maman a sonné. Elle a failli ne pas répondre. C'était un numéro inconnu,
et nous avions une règle concernant les appels étranges pendant le temps en famille, mais quelque chose l'a poussée à décrocher. « Allô » a-t-elle dit, calant le téléphone entre son épaule et son oreille, tout en continuant à plier les serviettes. J'ai observé son visage changer pendant qu'elle écoutait la personne à l'autre bout du fil. Ses yeux ont croisé les miens à travers la pièce, et j'ai vu quelque chose qui m'a fait un nœud à l'estomac. Pas vraiment de la peur, mais une sorte de tension alerte qui m'a immédiatement mise sur mes gardes. « Attends » a dit maman dans le téléphone. Puis, couvrant le combiné de sa main, elle m'a regardé. « Rosaline, bébé, tu dois venir ici. »« Qui est-ce, maman ?» Sa mâchoire s'est crispée. « C'est Jérôme. » Le monde a basculé. Je n'avais pas entendu ce nom prononcé à voix haute depuis des années, et l'entendre dans ma maison paisible, entourée de mes filles et de mon mari, m'a semblé être une violation. « Raccroche, maman » ai-je dit rapidement. « Raccroche, c'est tout. » Mais elle découvrait déjà le téléphone. Je vais écouter ce que cet idiot a à dire. Je pouvais entendre la voix de Jérôme à travers le combiné. Ce ton suave et familier qui faisait autrefois battre mon cœur et qui plus tard me retournait l'estomac. Je ne distinguais pas les mots, mais je pouvais entendre le rythme de son discours, la cadence qui avait narré 6 ans de ma vie. Le visage de maman s'assombrissait à mesure qu'elle écoutait, disait-elle. Je vois. Et puis, après plus de paroles de Jérôme, « Eh bien » a dit maman, sa voix dégoulinant de ce venin poli que seules les femmes du Sud maîtrisent vraiment. « N'est-ce pas gentil de ta part ?» Robert avait remarqué la tension dans la pièce et avait rassemblé les 3 filles pour les emmener à l'étage pour leur bain. J'étais reconnaissante pour son intuition, pour sa capacité à les protéger de ce qui se passait sans avoir besoin d'explication. Enfin, maman a raccroché. Elle m'a regardé longuement, son visage indéchiffrable. « Qu'est-ce qu'il voulait ?» ai-je demandé, bien qu'une partie de moi ne voulait pas savoir. Maman a répondu simplement « Il va se marier avec Veronica et il veut t'inviter au mariage. » L'absurdité de la situation m'a frappée comme une gifle. « Il veut m'inviter à son mariage ?» « Oh, ça va encore plus loin, » a dit maman, sa voix devenant plus tranchante. « Il a spécifiquement voulu que je te dise que tu es la bienvenue pour venir célébrer avec eux, puisque tu l'as aidé à démarrer dans la vie, et il voulait montrer sa reconnaissance pour tout ce que tu as fait pour lui. » La moquerie dans ces mots était indéniable. Ce n'était pas une invitation. C'était un piège. Jérôme voulait que je vienne à son mariage pour pouvoir parader son succès devant moi. Me montrer ce qu'il avait construit avec l'argent que je lui avais donné. Frotter mon nez dans la famille qu'il avait créée avec une autre femme. Il pensait que j'étais toujours cette femme brisée qui avait quitté Atlanta avec rien. Il pensait que je me présenterais désespérée et vaincue. Une mise en garde pour faire sentir à sa nouvelle fiancée qu'elle valait mieux. L'audace, ai-je murmuré, m'effondrant sur une chaise. L'audace absolue. Cet homme a toujours eu plus de culot que de bon sens, a dit maman, s'installant sur la chaise en face de moi. La question est, qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Mon premier instinct a été d'ignorer complètement, supprimer le numéro, faire comme si l'appel n'avait jamais eu lieu, continuer à vivre ma vie paisible. J'avais travaillé si dur pour construire quelque chose de beau, de complet. Pourquoi risquer cela en replongeant dans le monde de Jérôme? Mais il y avait quelque chose dans la cruauté calculée de cette invitation qui allumait un feu en moi. L'idée que j'étais toujours cette femme brisée qu'il avait jetée, toujours vulnérable à ses manipulations, toujours assez petite pour être intimidée par son succès. Robert est redescendu juste au moment où je prenais mon téléphone. « Tout va bien ?» a-t-il demandé, lisant immédiatement la tension dans la pièce. Je lui ai raconté l'appel, l'invitation au mariage de Jérôme et ce que cela signifiait vraiment. J'ai vu son visage s'assombrir alors qu'il assimilait l'information, ses mains se serraient en poing alors qu'il comprenait le niveau de manque de respect auquel nous faisions face. « Il pense qu'il va t'humilier ?» a dit Robert calmement. « C'est exactement ce qu'il pense. Et il n'a aucune idée de qui tu es maintenant, de ce que tu as construit, de ce que tu es devenu. » J'ai regardé mon mari, cet homme qui m'avait vu au plus bas et qui m'avait ramené à la vie, qui avait documenté mon parcours de brisée à brillante, qui croyait en moi-même quand je ne croyais pas en moi-même. « Non, » ai-je dit lentement, « il n'en a aucune idée. »« Alors, que veux-tu faire ?» a demandé Robert. J'y ai pensé longuement. J'ai pensé à la femme qui avait tout donné à Jérôme et n'avait rien reçu en retour. J'ai pensé à la femme qui s'était reconstruite de zéro, qui avait transformé sa douleur en but, qui avait créé quelque chose de beau, de significatif et de réussi. J'ai pensé à mes filles à l'étage, dormant paisiblement dans des lits que j'avais achetés avec l'argent que j'avais gagné,
dans une maison qui représentait la sécurité, l'amour et tout ce que je n'avais jamais eu avec Jérôme. Je veux y aller. Qu'ai-je dit finalement? Robert a haussé un sourcil. Tu es sûr de ça? Je suis sûr. Et je l'étais, non pas parce que je voulais prouver quelque chose à Jérôme, mais parce que je voulais clore ce chapitre de ma vie correctement. Je voulais affronter l'homme qui m'avait brisé depuis une position de force pour lui montrer et à moi-même jusqu'où j'étais arrivé. D'accord, a dit Robert simplement. Alors on y va. Hein? Tu penses que je vais te laisser entrer dans cette situation toute seule? On y va. Tous ensemble. L'idée d'amener mes filles au mariage de Jérôme semblait presque poétique. Comme si ces 3 magnifiques enfants, dont il avait insisté que je ne pourrais jamais avoir, entraient dans sa célébration comme une preuve vivante de tout ce dont il s'était trompé. Tu es sûr de ça? Ai-je demandé à Robert. Ça pourrait devenir moche. Bébé, a-t-il dit en me prenant dans ses bras. Moche, c'est penser que tu peux inviter ton ex-femme à ton mariage pour l'humilier et t'en tirer. Ce qu'on va faire, c'est magnifique. Au cours des jours suivants, nous avons planifié soigneusement. Robert a consulté les comptes de réseaux sociaux de Jérôme. Il était très actif en ligne, publiant constamment sur son succès, sa relation avec Véronica, son excitation pour leur prochain mariage. L'entreprise allait bien. Il conduisait des voitures de luxe, portait des vêtements de marque. Il avait l'air d'un homme qui pensait avoir gagné à la loterie de la vie. Mais j'ai remarqué des choses dans ses publications que la plupart des gens ne voyaient probablement pas. La façon dont ses sourires n'atteignaient jamais vraiment ses yeux. La manière dont Véronica le regardait, comme si elle attendait toujours que l'autre chaussure tombe. La façon dont leurs 2 enfants, Fred, maintenant âgé de 11 ans, et une plus jeune fille nommée Kennedy, semblaient souvent mal à l'aise dans les photos de famille parfaitement posées. Plus révélateur encore, les publications sur leur voyage vers l'éternité. Jérôme écrivait de longues légendes sur comment il avait dû apprendre ce que l'amour véritable signifiait, et comment Véronica lui avait montré ce qui lui manquait. Le sous-texte était clair. J'avais été une répétition, un échauffement pour l'événement principal. « Regarde ça !» m'a montré Robert sur l'écran de son téléphone. Jérôme avait publié une photo du lieu de leur mariage, une élégante salle de bal dans un hôtel du centre-ville d'Atlanta. La légende disait « Hâte de célébrer avec toutes les personnes qui comptent. Les nouveaux départs nécessitent de laisser tomber les anciennes erreurs. » Les anciennes erreurs. C'est ce que j'étais pour lui maintenant. Pas une personne qu'il avait aimée fidèlement pendant 6 ans. Pas une partenaire qui avait tout investi dans ses rêves. Pas une femme qui avait enduré sa cruauté et cru encore en son potentiel. Juste une vieille erreur. Il va vraiment le regretter, a dit Robert calmement. La semaine précédant le mariage, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai recherché l'adresse de Jérôme. Pas parce que je voulais le contacter, mais parce que je voulais voir ce qu'il avait construit avec la base que je lui avais fournie. Il vivait dans une belle maison dans l'un des quartiers huppés d'Atlanta. 5 chambres, un garage pour 3 voitures, une pelouse parfaitement entretenue. Selon les sites immobiliers, elle valait environ 400 000 $. Pas une fortune de manoir, mais certainement une fortune de réussite. L'entreprise de pressing s'était agrandie à 3 emplacements. Selon leur site web, ils se spécialisaient dans les vêtements haut de gamme et avaient bâti une réputation comme le meilleur service de nettoyage à sec d'Atlanta. Jérôme était indiqué comme le propriétaire et PDG, sans mention de comment il avait démarré. J'ai pensé à ces 12 000 $ que je lui avais donnés, à comment ils avaient été la graine qui avait grandi pour devenir tout ce succès. Comment il vivait dans une belle maison et conduisait des voitures de luxe avec de l'argent qui provenait à l'origine de mon compte d'épargne, de mes sacrifices, de ma foi en lui. Mais je n'étais plus en colère. Au contraire, je ressentais de la fierté. J'avais aidé à créer quelque chose de réussi, même si je n'avais pas pu en profiter. Cet argent avait fait exactement ce que j'avais espéré. Il avait construit une vie meilleure, mais pas pour moi. La veille du mariage, nous avons pris l'avion pour Atlanta. J'avais réservé une suite aux Four Seasons, non pas pour être extravagante, mais parce que je voulais me sentir complètement à l'aise et confiante. Il ne s'agissait pas de faire étalage de richesse. Il s'agissait d'entrer dans le monde de Jérôme depuis une position de force. Les filles étaient excitées par leur premier vol en avion, bavardant sans arrêt à propos des nuages et des petites voitures en bas. Elles ne comprenaient pas où nous allions ni pourquoi, juste que c'était une aventure avec maman et papa. Ce soir-là, en les mettant au lit à l'hôtel, Zoé m'a regardé avec les yeux pensifs de Robert. « Maman, on va à une fête demain? »« Oui, ma chérie.
Une fête d'adultes. Y aura du gâteau? Probablement. Bien. J'aime le gâteau. Si seulement c'était aussi simple, ai-je pensé. Si seulement la vie se résumait à du gâteau, des fêtes et à avoir 2 ans avec des gens qui t'aiment. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Je repensais à la dernière fois que j'étais à Atlanta, partant avec rien d'autre qu'un cœur brisé et une Honda Civic pleine de vêtements. Maintenant, je revenais avec un mari qui m'adorait, 3 enfants en bonne santé et une entreprise valant des millions de dollars. La transformation était si complète qu'elle semblait presque fictive, comme si je vivais la vie de quelqu'un d'autre. Le mariage est à 14 heures. À midi, nous avons commencé à nous préparer. J'avais acheté une nouvelle robe pour l'occasion. Pas blanche, ça aurait été mesquin, mais un vert émeraude profond qui complimentait mon teint et mettait en valeur la confiance que j'avais construite au fil des années. Elle était élégante sans être ostentatoire, belle sans chercher à éclipser la mariée. Robert portait un costume gris anthracite qui le faisait ressembler à une couverture de magazine. Les filles étaient habillées de robes jaunes, assorties, qui les faisaient ressembler à de petits tournesols, lumineuses, joyeuses et impossibles à ignorer. À 13h30, notre limousine est arrivée. J'avais hésité à propos de la limousine. Ça semblait un peu exagéré, un peu trop comme une déclaration, mais Robert avait insisté. « Il ne s'agit pas de frimer », a-t-il dit en m'aidant à m'installer à l'arrière. « Il s'agit de se présenter. C'est différent. » Le trajet jusqu'à l'hôtel a pris 20 minutes. 20 minutes pendant lesquelles mon cœur battait la chamade, mes paumes suaient et tous les doutes que j'avais refoulés refaisaient surface. Et si c'était une erreur? Et si Jérôme parvenait vraiment à m'humilier? Et si j'entrais dans cette salle de bal et redevenais cette femme brisée? « Eh » a dit Robert, serrant ma main. « Regarde-moi. » Je me suis tournée vers lui, voyant mon anxiété se refléter dans ses yeux. « Tu n'es pas la même femme qui a quitté cette ville il y a 5 ans. Tu es Rosalind Roberts, PDG de Nourish, mère de 3 magnifiques filles, ma femme, ma partenaire, mon égale. Tu n'entres pas dans cette salle pour prouver quoi que ce soit à Jérôme. Tu y entres pour te prouver quelque chose à toi-même. Qu'est-ce que je me prouve? Que tu as survécu, que tu as prospéré, que la femme qui l'a jeté était en réalité le trésor qu'il était trop stupide pour apprécier. L'hôtel était exactement aussi chic que je m'y attendais. Sol en marbre, lustres en cristal, personnel en uniforme impeccable, dirigeant les invités vers la salle de bal. Je voyais d'autres invités arriver. Des femmes en robes élégantes, des hommes en costumes coûteux. Tout le monde semblait appartenir au nouveau monde de succès et de sophistication de Jérôme. Notre limousine s'est arrêtée à l'entrée principale juste au moment où un couple, dans la 50aine, sortait d'une Mercedes. La robe de la femme coûtait probablement plus que ce que je gagnais en un mois au grand magasin autrefois. La montre de l'homme scintillait sous le soleil de l'après-midi. C'étaient les gens de Jérôme maintenant. Réussis, soignés, riches. Le genre de personne qui aurait regardé la femme que j'étais autrefois et vu exactement ce que Jérôme avait vu. Quelqu'un en dessous de leur considération. Mais je n'étais plus cette femme. Robert est sorti en premier, puis m'a aidé à descendre de la voiture. Les filles ont suivi, regardant autour d'elles avec de grands yeux l'hôtel chic et tous les gens habillés élégamment. Pour elles, c'était juste une nouvelle aventure, un nouvel endroit à explorer. Les yeux du portier se sont légèrement écarquillés lorsqu'il a vu notre famille sortir de la limousine. Pas parce que nous semblions déplacés, mais parce que nous semblions parfaitement à notre place. Élégants, confiants, heureux. Une belle famille arrivant à une célébration. « Bon après-midi », a-t-il dit poliment, tenant la porte pour nous. « Merci », ai-je répondu, ma voix ferme, malgré les papillons dans mon estomac. À l'intérieur, des pancartes guidaient les invités vers le mariage Morrison-Williams. Morrison était le nom de famille de Veronica. J'ai réalisé qu'elle le gardait, ou peut-être qu'elle l'y fenait. Femme intelligente. Elle avait appris de mon erreur de perdre son identité dans celle d'un homme. L'heure du cocktail était déjà en cours. J'entendais les rires et les conversations venant de la salle de bal, le tintement des verres et la musique douce en fond qui indiquait qu'une célébration était en cours. « Prête ?» a demandé Robert, m'offrant son bras. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai regardé mes filles qui se tenaient la main et bavardaient avec excitation à propos des jolies décorations, et j'ai hoché la tête. « Prête ?» Nous sommes entrés dans la salle de bal ensemble, et je jure que la température a chuté de 10 degrés. Ce n'était pas immédiat. Nous n'étions pas le centre de l'attention dès notre entrée. Les gens discutaient, buvaient des cocktails, admiraient les arrangements floraux. C'était un beau mariage, je devais l'admettre. Veronica avait bon goût,
et Jérôme n'avait clairement pas lésiné sur les dépenses. Mais lentement, les têtes ont commencé à se tourner. Les gens ont commencé à remarquer la famille qui venait d'arriver. La femme en vert émeraude, avec 3 petites filles identiques, et un bel homme qui la regardait comme si elle avait décroché la lune. J'ai vu l'exact moment où Jérôme m'a repéré. Il se tenait près du bar, riant à une remarque de quelqu'un, un verre en cristal à la main, la confiance irradiant de tous ses pores. Il était beau. La réussite lui allait bien. Son costume était parfaitement taillé. Ses chaussures étaient coûteuses. Son sourire était éclatant et sincère, jusqu'à ce qu'il me voie. Alors ce sourire s'est figé sur son visage, comme s'il y avait été gravé. Je l'ai vu s'excuser auprès de la personne avec qui il parlait. Je l'ai regardé se frayer un chemin vers nous à travers la foule. Ses yeux passaient de moi à Robert, puis aux filles, comme s'il essayait de résoudre une énigme qui n'avait aucun sens. « Rosaline », a-t-il dit, sa voix incertaine, comme s'il n'était pas sûr de voir ce qu'il pensait voir. « Bonjour Jérôme. Merci pour l'invitation. » Il m'a dévisagé un long moment, et je pouvais voir qu'il essayait de réconcilier la femme devant lui avec celle, brisée, qui avait quitté Atlanta des années auparavant. Ce n'était pas le scénario qu'il avait prévu. Ce n'était pas l'histoire qu'il avait planifié de raconter. « Tu as l'air ?» Il s'est arrêté apparemment incapable de trouver ses mots. « Différente » et je suggérais avec obligeance. « Oui, différente. » Ses yeux se sont tournés vers Robert, notant le costume coûteux, la posture confiante, la manière dont il se tenait près de moi, protecteur. « Et vous êtes ?»« Robert » a répondu mon mari simplement, tendant la main pour une poignée de main, que Jérôme a accepté machinalement. Le mari de Rosaline. « Marie ». Jérôme a répété le mot comme s'il était étranger. Puis ses yeux se sont posés sur les filles qui se tenaient encore par la main, regardant autour d'elles les jolies décorations. Et ce sont nos filles, ai-je dit, posant mes mains sur les épaules de Zoé et Zara. Zuri s'accrochait à la jambe de Robert, soudain timide face à cet homme étrange qui les regardait si intensément. Zoé, Zara et Zuri. « T'es triplé », a dit Jérôme à voix basse. Oui, je l'ai regardé assimiler cette information, le voyant compter en arrière dans sa tête, réalisant que j'avais été enceinte et que j'avais donné naissance à 3 enfants en bonne santé quelques années après notre divorce. La même femme qu'il avait blâmée pour notre infertilité. La même femme qu'il avait convaincue qu'elle était brisée avait continué sa vie en n'ayant non pas 1, mais 3 enfants. « Félicitations », a-t-il dit finalement, mais le mot semblait forcé. « Merci, et félicitations à toi aussi. Le mariage est une belle chose quand on trouve la bonne personne. » La pique subtile ne lui a pas échappé. Sa mâchoire s'est légèrement crispée, mais il a réussi à garder son sourire en place. « Rosaline, je dois dire que je suis surpris que tu sois venue, » a-t-il dit, et je pouvais entendre le calcul dans sa voix. Il essayait de reprendre le contrôle de la narrative, de ramener cette conversation vers le script qu'il avait imaginé. « Vraiment, je pensais que ce serait agréable de célébrer ton bonheur. Après tout, comme tu l'as dit, je t'ai aidé à démarrer dans la vie. C'est merveilleux de voir à quel point tu as bien réussi. » Une autre pique enveloppée de politesse. Le sourire de Jérôme est devenu plus tendu. « Oui, eh bien, j'ai eu beaucoup de chance. L'entreprise va bien. Véronica et moi sommes heureux. Les enfants vont bien. Tout s'est déroulé exactement comme prévu. Je suis tellement contente de l'entendre, » ai-je dit sincèrement. C'est incroyable comment la vie a une manière de nous mettre exactement là où nous devons être, n'est-ce pas? Je veux dire, si tu ne m'avais pas quitté, je n'aurais jamais rencontré Robert. Je n'aurais jamais lancé mon entreprise. Je n'aurais jamais eu mes filles. Alors, vraiment, je te dois une dette de gratitude. Jérôme a cligné des yeux lentement, comme s'il avait du mal à comprendre ce que je disais. Ce n'était pas ainsi que cette conversation était censée se dérouler. J'étais censée être impressionnée par son succès, intimidée par sa nouvelle vie, rabaissée en comparaison. Au lieu de cela, je le remerciais de m'avoir quitté. « Ton entreprise ?» a-t-il demandé. « Oh oui, j'ai créé une entreprise appelée Nourish. Nous nous concentrons sur des options alimentaires saines et accessibles. Ça a plutôt bien marché en fait. » Nourish, a répété Jérôme, et j'ai vu une lueur de reconnaissance dans ses yeux. « Attends, j'ai vu cette marque dans les magasins. Oui, nous nous sommes beaucoup développés ces dernières années. Ça a été un voyage incroyable. » Robert a doucement serré ma main, un rappel silencieux que je n'étais pas seule dans cette conversation, que j'avais du soutien si j'en avais besoin. « Papa, » a dit Zoé, tirant sur la veste de Robert. « J'ai soif. Bien sûr, ma chérie. Allons te chercher du jus. » Jérôme a observé cette interaction avec fascination, comme s'il étudiait une espèce exotique.
L'affection facile entre Robert et les filles, la manière dont elles lui faisaient entièrement confiance, la façon dont il répondait à leurs besoins sans hésiter. C'était tout ce que Jérôme n'avait jamais été, tout ce qu'il s'était probablement convaincu qu'il ne voulait pas être. De beaux enfants, a dit une voix derrière nous, et nous nous sommes tous tournés pour voir Véronica s'approcher. Elle était radieuse dans sa robe de mariée, rayonnante de ce bonheur qui vient d'obtenir tout ce qu'on a toujours voulu. Ils ressemblent tellement à leur maman. Elle était gracieuse. J'ai réalisé qu'elle n'avait aucune idée de qui j'étais. Elle voyait juste une famille avec des enfants adorables et voulait leur faire un compliment. Elle était gentille avec une étrangère à son propre mariage, ce qui en disait long sur son caractère. « Merci », ai-je dit chaleureusement. « Et félicitations à vous aussi, vous êtes absolument magnifique. »« Merci beaucoup, je suis Véronica la mariée, Rosalind, et voici mon mari Robert et nos filles. » J'ai observé attentivement le visage de Véronica lorsque j'ai dit mon nom, attendant que la reconnaissance se fasse. Cela a pris un moment, mais j'ai vu l'instant exact où elle a compris qui j'étais. Son sourire a vacillé légèrement. Ses yeux ont glissé vers Jérôme, et je pouvais voir qu'elle recalculait rapidement la situation. « Véronica » a-t-elle répété lentement. « L'ex-femme de Jérôme. »« Oui, j'espère que ça ne vous dérange pas que nous soyons venus. Jérôme a eu la gentillesse de m'inviter, j'ai pensé que ce serait agréable de vous rencontrer et de célébrer votre bonheur. » Véronica a regardé entre Jérôme et moi comme si elle suivait un match de tennis. Je pouvais presque voir les rouages tourner dans sa tête, alors qu'elle essayait de comprendre quel jeu se jouait et quel rôle elle était censée y tenir. « Bien sûr que non, » a-t-elle dit enfin, sa formation d'hôtesse gracieuse prenant le dessus. « Tout ami de Jérôme est le bienvenu ici. »« Ami » c'était une façon diplomatique de le dire. « Véronica, ma chérie, te voilà. » Une femme plus âgée s'est approchée de notre groupe, visiblement la mère de Véronica vu la ressemblance familiale. Les gens posent des questions sur les arrangements pour le dîner. « Bien sûr, maman, Rosaline, Robert, j'espère que vous m'excuserez. Profitez de l'heure du cocktail. Le dîner sera servi bientôt. » En s'éloignant avec sa mère, j'ai entendu la femme plus âgée demander discrètement « Qui est cette femme, bébé ?» Je n'ai pas entendu la réponse de Véronica, mais j'ai vu la tête de sa mère pivoter pour nous regarder avec une curiosité non dissimulée. « Eh bien, » a dit Robert doucement, « c'est intéressant. » Jérôme était toujours là avec nous, apparemment incapable de trouver comment s'extraire de cette conversation. Il continuait à fixer les filles, qui avaient perdu tout intérêt pour la discussion des adultes, et jouait maintenant à un jeu élaboré impliquant de pointer les différentes fleurs dans les centres de table. « Elles ont 2 ans ?» a-t-il demandé soudainement. 2 ans et demi, ai-je corrigé. Il a refait le calcul, son froncement de sourcils s'accentuant. « Donc, tu es tombée enceinte assez rapidement après notre divorce ?»« Oui, très rapidement. Incroyable ce qui peut arriver quand tu es avec quelqu'un qui t'aime vraiment. » Les mots sont sortis plus cinglants que je ne l'avais prévu, mais je ne les ai pas regrettés. Jérôme a tressailli comme si je l'avais giflé. « Rosaline, je n'ai jamais dit que je ne t'aimais pas. »« Non, c'est vrai. Tu m'as juste traité comme si j'étais jetable. Il y a une différence. Je traversais beaucoup de choses à l'époque. Le stress de l'entreprise, la pression de réussir, l'entreprise que j'ai financée avec mes économies. » Le visage de Jérôme s'est empourpré. « Tu as offert cet argent. Tu m'as dit que c'était un investissement dans notre avenir ensemble. Après m'avoir promis que le succès signifierait qu'on pourrait enfin se concentrer sur notre mariage, sur fonder une famille, après m'avoir fait croire que nos problèmes étaient juste une question d'argent. C'était en partie à cause de l'argent. Non, Jérôme, c'était parce que tu ne m'as jamais respecté, jamais valorisé, jamais vu comme autre chose qu'une commodité. L'argent était juste l'excuse que tu utilisais pour justifier ton mauvais traitement. » Nous commencions à attirer l'attention des autres invités. Je voyais des gens nous jeter des regards, probablement curieux de savoir pourquoi le nouveau marié avait une conversation aussi intense avec une autre femme. « Peut-être qu'on devrait continuer ça plus tard, » a dit Jérôme, visiblement désireux de s'échapper. « En fait, je pense qu'on a dit tout ce qui devait être dit il y a des années. Je suis juste ici pour célébrer ton mariage, tu te souviens ?» Robert s'est rapproché de moi, un rappel subtil que je ne menais pas cette bataille seule. Les filles devenaient agitées, commençant à se plaindre d'avoir faim et de vouloir s'asseoir. « Et si on trouvait notre table ?» a suggéré Robert diplomatiquement. Jérôme a semblé soulagé par la suggestion, probablement impatient de mettre de la distance entre nous, mais alors que nous commencions à nous éloigner, il m'a rappelé. « Rosaline !» Je me suis retournée.
Je suis content que les choses aient marché pour toi, vraiment. Il y avait quelque chose dans sa voix qui ressemblait presque à de la sincérité, presque à du regret. Pendant un instant, j'ai vu un éclair de l'homme dont j'étais tombée amoureuse il y a des années, avant que le succès, l'ego et la cruauté ne l'aient endurci en quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Merci, Jérôme. J'espère que tu es vraiment heureux. Et je le pensais. Toute la colère que j'avais portée, tout le ressentiment qui avait vécu dans mon cœur, avait disparu. Je ne lui souhaitais pas de mal. Je ne lui souhaitais plus rien du tout. Le dîner était une affaire élaborée. La salle de bal avait été transformée avec des centaines de bougies et de fleurs, créant une atmosphère à la fois élégante et romantique. Notre table assignée était vers le fond de la salle, ce que je supposais être intentionnel. Garder l'ex-femme loin de l'action principale. Mais nos compagnons de table étaient des gens charmants. Un couple dans la soixantaine, amis de la famille de Veronica depuis des années, un jeune couple qui travaillait avec Jérôme dans l'entreprise de pressing, et une femme célibataire qui s'est révélée être la colocataire d'université de Veronica. La conversation était facile et agréable. Personne ne semblait savoir qui j'étais, ce qui m'a permis de me détendre et de profiter simplement de la soirée. Les filles se sont étonnamment bien comportées, charmées par toute l'attention et heureuses de manger les nuggets de poulet que le personnel de restauration leur avait fournis. Ce n'est qu'au moment des discours que les choses sont redevenues intéressantes. Le témoin du marié a pris la parole en premier, racontant des anecdotes amusantes sur l'enterrement de vie de garçon de Jérôme et sa nervosité à l'idée de se marier. La demoiselle d'honneur de Veronica a suivi avec un discours touchant sur l'amitié et la découverte de l'âme sœur. Puis, Jérôme s'est levé pour s'adresser à ses invités. Il semblait confiant là-haut, à l'aise d'être le centre de l'attention. Il a remercié tout le monde d'être venu, a parlé de la beauté de Veronica, a fait des blagues qui ont fait rire et hoché la tête les invités. Vous savez, a-t-il dit, s'installant dans ce qui allait clairement être une partie plus longue de son discours, je pensais autrefois savoir ce qu'était l'amour. Je pensais que l'amour, c'était juste trouver quelqu'un qui vous supporterait, quelqu'un qui resterait quoi qu'il arrive, peu importe comment vous le traitiez. Mon estomac s'est noué. Où voulait-il en venir? Mais le véritable amour, ce n'est pas une question de tolérance. Le véritable amour, c'est trouver quelqu'un qui vous pousse à être meilleur. Quelqu'un qui voit votre potentiel et vous aide à l'atteindre. Le véritable amour, c'est une question de partenariat. De construire ensemble quelque chose de plus grand que ce que chacun pourrait créer seul. Il regardait directement Veronica en disant cela, mais je pouvais sentir ces mots comme des flèches dirigées contre moi. L'implication était claire. Ce que nous avions n'était pas un véritable amour, car je ne l'avais pas poussé à être meilleur. Je ne l'avais pas aidé à devenir meilleur. Peu importe que je lui ai tout donné. Peu importe que j'ai financé ses rêves, soutenu ses ambitions et cru en lui quand lui-même n'y croyait pas. Selon la version révisée de l'histoire de Jérôme, j'avais été celle qui était passive, celle qui l'avait freiné plutôt que de l'élever. Veronica m'a montré ce que signifie être vraiment aimée. Elle m'a montré que la bonne femme ne se contente pas de soutenir vos rêves, elle rêve avec vous. Elle ne croit pas seulement en votre potentiel, elle vous aide à l'atteindre. Les applaudissements étaient enthousiastes. Les gens essuyaient des larmes, hoquaient la tête en accord avec les mots de Jérôme sur la découverte du véritable amour et sur le fait de devenir un homme meilleur. C'était un beau discours si l'on ignorait la véritable histoire derrière. Puis ce fut au tour de Veronica. Elle a commencé doucement, remerciant tout le monde d'être là, parlant de la chance qu'elle ressentait d'épouser son meilleur ami. Mais ensuite, elle a commencé à parler de leur parcours ensemble, et j'ai senti qu'elle allait aborder un terrain qui pourrait devenir inconfortable. Jérôme et moi avons traversé beaucoup de choses ensemble. Nous avons dû surmonter des obstacles et des défis qui ont testé notre amour et notre engagement l'un envers l'autre. Elle s'est arrêtée, balayant la salle des yeux, et j'ai eu l'impression distincte qu'elle me cherchait. Certains diront que nous avons pris le chemin le plus long pour arriver ici. Jérôme était marié avant, à quelqu'un. Elle s'est arrêtée à nouveau, semblant choisir ses mots avec soin, à quelqu'un qui n'était tout simplement pas fait pour lui. Mon cœur a commencé à battre plus vite. C'était le moment. C'était ce que Jérôme avait planifié en m'invitant. Il avait parlé de moi à Veronica, probablement en me dépeignant comme la première épouse inadéquate qui ne pouvait pas lui donner ce dont il avait besoin. Et maintenant, elle allait compléter mon humiliation devant tous ces gens. Certaines femmes aiment avec des conditions.
elles aiment tant que tout est facile, tant qu'elles obtiennent ce qu'elles veulent de la relation. Mais quand les temps deviennent durs, quand la vie se complique, elles se désengagent. J'ai senti la main de Robert trouver la mienne sous la table, ses doigts s'entrelacer avec les miens dans un geste de soutien et de solidarité. Mais certaines femmes aiment sans limite. Elles soutiennent leur homme dans les bons comme dans les mauvais moments. Elles croient en lui-même quand il ne croit pas en lui-même. Elles se sacrifient pour ses rêves et célèbrent ses succès comme s'ils étaient les leurs. Elle me regardait directement maintenant et son sourire avait pris une pointe acérée qui m'a fait comprendre exactement quel type de femme elle était. Vraiment. La première épouse de Jérôme a été avec lui pendant 6 ans. Et pendant tout ce temps, elle ne lui a jamais donné la seule chose qui comptait vraiment, un enfant. 6 ans et rien à montrer. Pas d'héritage, pas d'avenir, aucune preuve que leur amour pouvait créer quelque chose de beau ensemble. La salle était silencieuse maintenant, tout le monde ressentant la tension qui avait envahi le discours de Veronica. Je voyais des gens jeter des regards autour d'eux, probablement en se demandant si l'ex-femme était dans la salle, s'ils assistaient à une sorte de confrontation publique. Mais moi, a dit Veronica, sa voix montant légèrement, j'ai donné à Jérôme 2 beaux enfants. J'ai prouvé qu'avec la bonne femme, il pouvait construire la famille qu'il avait toujours voulu. Je lui ai montré ce que signifiait être aimé de manière véritable, complète, féconde. Le mot féconde m'a frappé comme une gifle. Elle me traitait de stérile devant une salle pleine de gens, suggérant que j'avais échoué en tant que femme parce que je n'avais pas pu donner d'enfant à Jérôme. Alors ce soir, a conclu Veronica, levant son verre de champagne, nous célébrons non seulement notre mariage, mais notre triomphe sur tout ce qui a essayé de nous séparer. Nous célébrons l'amour véritable, l'amour durable, l'amour productif. Nous célébrons le fait que lorsque vous êtes avec la bonne personne, tout ce dont vous avez toujours rêvé devient possible. Les applaudissements étaient plus modérés cette fois. Les gens pouvaient sentir la laideur sous les jolis mots, même s'ils n'en comprenaient pas tout le contexte. J'ai vu plusieurs invités se tortiller inconfortablement sur leurs chaises, reconnaissant clairement qu'ils venaient d'assister à quelque chose qui ressemblait plus à une attaque qu'à un toast de mariage. Robert a serré ma main plus fort. « Ça va ?» a-t-il murmuré. J'ai hoché la tête, bien que je ne sois pas sûr de dire la vérité. L'humiliation publique que Jérôme avait planifiée fonctionnait exactement comme il l'avait prévu. Je sentais les regards sur moi. Les gens commençaient à comprendre que l'ex-femme était dans la salle, qu'ils assistaient à un drame de la vie réelle se dérouler. Mais alors, quelque chose s'est transformé en moi. La douleur et l'embarras que je ressentais se sont métamorphosés en quelque chose d'autre. Pas vraiment de la colère, mais une sorte de clarté cristalline sur ce qui devait se passer ensuite. J'étais venue ici en pensant que je voulais montrer à Jérôme à quel point j'allais bien, combien j'avais grandi, changé et réussi. Mais maintenant, je réalisais que ce n'était pas assez. Veronica venait de m'humilier publiquement devant une centaine de personnes, utilisant des mensonges et des demi-vérités pour me dépeindre comme un échec. Jérôme avait orchestré toute cette soirée pour réécrire l'histoire, pour se faire passer pour la victime et moi pour la méchante de notre histoire. Il pensait savoir qui j'étais. Il pensait pouvoir me rejeter comme la femme qui n'était pas à la hauteur, qui ne pouvait pas donner à Jérôme ce dont il avait besoin, qui avait été remplacé par quelqu'un de meilleur. Il n'avait aucune idée de ce qu'ils allaient apprendre. Le DJ a annoncé qu'il était temps pour un toast spécial de la famille et des amis, invitant quiconque souhaitait parler à s'avancer. Plusieurs personnes se sont dirigées vers le micro. Le père de Veronica, avec un discours touchant sur le fait de voir sa fille trouver le bonheur. Le partenaire commercial de Jérôme parlant de son succès et de son caractère. Divers amis partageant des souvenirs amusants et des vœux de bonheur. J'ai attendu pendant tous ces discours, le cœur battant, mais l'esprit parfaitement clair sur ce que j'allais faire. Quand le dernier orateur prévu a terminé, le DJ a demandé si quelqu'un d'autre voulait partager quelques mots avec le couple heureux. J'ai vu Jérôme se détendre dans son fauteuil, pensant probablement que la partie dangereuse de la soirée était terminée, qu'il avait réussi à orchestrer mon humiliation sans conséquence. C'est alors que je me suis levée. « Excusez-moi » ai-je appelé, ma voix portant clairement à travers la salle de bal. « Et vous êtes » a demandé le DJ poliment. Rosaline Roberts, l'ex-femme de Jérôme. L'inspiration collective des invités était audible. C'était le moment que tout le monde avait senti venir. La confrontation qui s'était construite tout au long de la soirée.
J'ai atteint le micro et pris un moment pour regarder tous les visages qui me fixaient. Certains curieux, certains mal à l'aise, certains excités d'assister à ce qui allait clairement devenir le mariage le plus mémorable auquel ils avaient jamais assisté. D'abord, ai-je dit, ma voix ferme et claire, je veux remercier Jérôme et Véronica de m'avoir invité à partager leur journée spéciale. Ce n'est pas souvent qu'on a l'occasion de voir le bonheur de quelqu'un de si près, et je suis sincèrement reconnaissante pour cette opportunité. Je commençais avec grâce, avec générosité. Que personne ne dise que je n'avais pas pris la voie de l'élégance. Véronica, vous étiez absolument magnifique en remontant l'allée. Jérôme est un homme chanceux d'avoir trouvé quelqu'un qu'il aime si complètement, si inconditionnellement. Véronica a hoché la tête, incertaine, se demandant probablement où j'allais avec ça. J'ai écouté les discours ce soir, entendu tous ces beaux mots sur l'amour, le partenariat et la construction d'une vie ensemble, et je dois dire que cela a ravivé beaucoup de souvenirs de mon propre mariage avec Jérôme. 6 ans que nous avons passés ensemble. 6 ans à croire que l'amour signifiait le sacrifice. À penser qu'être une bonne épouse signifiait tout donner sans rien demander en retour. 6 ans à financer les rêves de Jérôme avec l'argent que j'avais économisé en travaillant à double shift et en sautant des repas, y compris les 12 000 $ qui ont lancé l'entreprise de Pressign qui a payé pour ce magnifique mariage ce soir. J'ai fouillé dans mon sac et en ai sorti mon téléphone, ouvrant l'application d'enregistrement qui contenait l'audio de cette nuit, il y a tant d'années. J'aimerais partager quelque chose avec tout le monde, ai-je dit, brandissant le téléphone. Un enregistrement de la nuit où j'ai tout donné à Jérôme parce que je croyais en ses rêves et que je voulais l'aider à réussir. Jérôme s'est levé d'un bond, le visage rouge de panique. Rosaline, non. Mais j'avais déjà lancé l'enregistrement. La voix de Jérôme a rempli la salle de bal, claire et indéniable. Je t'aime tellement, bébé. Tu investis en nous, en notre avenir. Je vais faire en sorte que ça en vaille la peine. Je te promets qu'on aura tout ce dont on a toujours rêvé. J'ai laissé jouer quelques secondes de plus, puis j'ai arrêté. Nous, notre avenir, tout ce dont on a toujours rêvé, ai-je répété. C'est ce qu'il m'a promis la nuit où je lui ai donné toutes mes économies pour démarrer son entreprise. L'entreprise qu'il a rendue assez riche pour financer cette célébration. Un murmure inconfortable a parcouru la foule, les gens se tortillant sur leurs sièges. Ils commençaient à comprendre qu'il y avait plus dans cette histoire qu'on ne leur avait dit. Mais Véronica a raison sur une chose, ai-je continué. Je n'ai jamais donné d'enfant à Jérôme pendant nos 6 ans de mariage. Et savez-vous pourquoi? J'ai fouillé à nouveau dans mon sac et en ai sorti un dossier rempli de dossiers médicaux. Ce sont des dossiers médicaux, ai-je annoncé, brandissant les papiers pour que tout le monde puisse les voir. Mes dossiers médicaux de la clinique de fertilité que j'ai visitée régulièrement pendant mon mariage avec Jérôme. Des dossiers qui montrent que je suis complètement parfaitement à 100% fertile et en bonne santé. Jérôme secouait la tête, essayant d'attirer mon attention, probablement pour me faire arrêter. Mais j'étais juste en train de commencer. Jérôme a refusé de se faire tester, ai-je poursuivi. Pendant 6 ans, il m'a blâmé pour notre incapacité à concevoir, m'a fait croire que j'étais brisée, que je lui faisais défaut en tant qu'épouse. Il disait qu'il avait la preuve qu'il était fertile, parce qu'il avait Fred. J'ai fait un geste vers la table des enfants, où Fred, 11 ans, était assis avec Kennedy et quelques autres enfants, l'air mal à l'aise d'être au centre de l'attention. Alors, j'ai fait ce que toute femme désespérée ferait. J'ai fait tester Fred en secret. Un hoquet collectif a traversé la salle. Jérôme était maintenant complètement blême, et Véronica semblait sur le point de s'évanouir. L'ADN ne ment pas, ai-je dit, sortant un autre ensemble de documents. Fred n'est pas l'enfant biologique de Jérôme. Il ne l'a jamais été. Le silence dans la salle était assourdissant. Je pouvais voir des gens sortir leur téléphone, c'est probablement en train d'enregistrer ce qui devenait le discours de mariage le plus dramatique de l'histoire. Mais ce n'est pas tout, ai-je continué, ma voix gagnant en force à chaque révélation. J'ai aussi fait tester Jérôme sans qu'il le sache, bien sûr. Mais c'est incroyable ce qu'on peut apprendre d'une brosse à dents et de quelques cheveux. Jérôme reculait maintenant de sa table, comme s'il pouvait, d'une manière ou d'une autre, échapper à ce qui se passait en mettant une distance physique entre nous. Jérôme a une condition génétique qui le rend complètement infertile. Il ne peut pas, n'a jamais pu, et ne pourra jamais engendrer d'enfants naturellement. J'ai brandi les résultats des tests pour que tout le monde puisse les voir. Ce qui signifie que Kennedy, votre belle-fille de 2 ans, n'est pas non plus son enfant.
Le verre de champagne de Véronica a glissé de sa main et s'est brisé sur le sol. Elle me regardait avec horreur, mais je pouvais voir dans ses yeux qu'elle savait que je disais la vérité. Elle l'avait probablement soupçonné depuis des années, mais avait été trop effrayée pour y faire face. « Vous voyez ?» ai-je dit, m'adressant maintenant à toute la salle plutôt qu'au couple. Jérôme a construit toute son identité autour de l'idée qu'il était un homme capable de créer la vie, de subvenir aux besoins de sa famille, de donner à une femme ce dont elle avait besoin. Mais tout cela était un mensonge. Il m'a blâmé pendant 6 ans pour quelque chose qui n'a jamais été de ma faute. Jamais mon échec. Jamais mon insuffisance. Je me suis rapprochée de l'endroit où Jérôme et Véronica se tenaient, ma voix s'adoucissant légèrement. « Je ne te dis pas ça pour te faire du mal, Véronica. Je te dis ça parce que tu mérites la vérité. Tu mérites de savoir que l'homme que tu viens d'épouser t'a menti sur l'un des aspects les plus fondamentaux de votre relation. » Véronica pleurait maintenant, le mascara coulant sur ses joues alors que toutes les implications de ce que je disais la frappaient. « Mais voici la partie magnifique de cette histoire, » ai-je dit, me tournant à nouveau vers toute la salle. Après que Jérôme m'a quitté, après qu'il a pris tout ce que je lui avais donné et m'a jeté comme une ordure, j'ai rencontré un homme véritable, un homme qui a vu ma valeur, qui a valorisé mon cœur, qui m'a assez aimé pour attendre 2 ans que je guérisse des dommages que Jérôme m'avait infligés. Robert était debout maintenant, nous 3 filles dans ses bras, tous ayant l'air de la belle famille que nous étions devenus. Et avec cet homme véritable, cet homme bon, je suis tombée enceinte immédiatement. Pas seulement enceinte, mais enceinte de triplés. 3 filles en bonne santé, magnifiques, qui sont la preuve vivante qu'il n'y avait jamais rien de défectueux chez moi. J'ai fait un geste vers ma famille, et j'ai vu plusieurs personnes dans l'audience sourire malgré le drame du moment. Zoé, Zaha et Zuri. Ai-je présenté mes filles à la salle? Nées il y a 2 ans et demi de parents qui s'aiment profondément et authentiquement, qui ont construit ensemble une entreprise qui emploie maintenant plus de 200 personnes et sert des aliments sains à des familles à travers le pays. Je pouvais voir la reconnaissance s'éveiller sur certains visages dans la foule. Des gens qui avaient entendu parler de Nourish, peut-être même utiliser nos produits. Vous voyez, Jérôme pensait qu'il invitait son ex-femme pauvre et brisée à son mariage pour l'humilier. Il pensait qu'il allait parader son succès devant la femme qu'il croyait avoir laissée derrière lui, la femme qu'il pensait serait toujours reconnaissante pour les miettes d'attention qu'il lui avait données. Mais je ne suis plus cette femme. Je ne suis pas la femme qui croyait que l'amour signifiait accepter la cruauté. Je ne suis pas la femme qui pensait que le mariage signifiait tout donner et ne rien demander en retour. Je ne suis pas la femme qui a permis à un homme de la convaincre qu'elle était brisée alors que c'était lui qui était endommagé. Je suis une femme qui a transformé 12 000 $ en une entreprise de plusieurs millions de dollars. Je suis une femme qui a guéri de son traumatisme et a appris à s'aimer assez pour exiger mieux. Je suis une femme qui a trouvé un partenaire qui la voit comme une égale, qui célèbre ses succès au lieu de s'en sentir menacée, qui lui a donné 3 magnifiques enfants dès le premier essai. Parce que c'est ce qui arrive quand vous êtes avec quelqu'un qui vous aime vraiment. J'ai regardé directement Jérôme, qui était affalé sur sa chaise comme un ballon dégonflé. Je veux te remercier, Jérôme. Merci de m'avoir montré ce que je ne voulais pas dans un mariage. Merci de m'avoir si maltraité que je n'ai eu d'autre choix que d'apprendre ma propre valeur. Merci de m'avoir quitté, car si tu ne l'avais pas fait, je n'aurais jamais trouvé la vie que j'étais vraiment destinée à vivre. Je me suis tournée vers Véronica, qui pleurait toujours, mais me regardait maintenant avec quelque chose qui ressemblait presque à de la gratitude. Et Véronica, je suis désolée que tu apprennes cette vérité devant tous ces gens, au lieu d'en priver. Je suis désolée que l'homme que tu aimes mentit sur quelque chose d'aussi fondamental. Mais je veux que tu saches que cela ne doit pas te définir. Tu es jeune, tu es belle, tu es clairement assez forte pour construire une vie avec un homme difficile. Tu peux construire une vie encore meilleure sans lui. J'ai rassemblé mes documents et les remis dans mon sac. Profitez du reste de votre mariage, ai-je lancé au couple abasourdi. Et Jérôme, la prochaine fois que tu voudras humilier quelqu'un, assure-toi que ce n'est pas toi qui as des secrets à cacher. La salle de bal a explosé alors que nous sortions. J'entendais les gens parler avec excitation, les téléphones vibraient de notifications alors que les invités partageaient ce qu'ils venaient de voir. Quelqu'un pleurait, probablement Véronica. Quelqu'un d'autre criait, probablement Jérôme, essayant de limiter les dégâts. Mais je n'ai pas regardé en arrière.
Je suis sortie de cet hôtel la tête haute, le bras de mon mari autour de ma taille, et mes filles bavardant avec enthousiasme à propos de la jolie fête et de quand elles pourraient manger du gâteau. Dans la limousine, sur le chemin du retour vers notre hôtel, Robert a enfin parlé. « C'était incroyable », a-t-il dit, me serrant contre lui. « Je n'ai jamais été aussi fière d'être mariée à toi. Tu n'arrives pas à croire que j'ai fait ça ?» ai-je dit, l'adrénaline commençant à retomber et la réalité de ce qui venait de se passer commençant à s'installer. Tu as dit la vérité. Tu t'es défendu. Tu as montré à une salle pleine de gens ce qu'est la véritable force. Maman a dit des gros mots, a annoncé Zoé depuis son siège auto. Quels gros mots, ma chérie? Ai-je demandé, soudain inquiète de ce que ma fille de 2 ans avait absorbé de cette confrontation. Tu as dit que Jérôme était petit, a-t-elle dit sérieusement. Mais Jérôme était grand. Il était plus grand que papa. Robert et moi avons éclaté de rire. La tension de la soirée se dissipa enfin. Tu as raison, ma chérie, ai-je dit. Jérôme était très grand. Mais parfois, les adultes utilisent le mot petit pour dire quelque chose de différent de la taille. Comme quand tu dis que j'ai un grand cœur, a demandé Zara. Exactement comme ça. Les filles semblaient satisfaites de cette explication et sont retournées jouer avec les porte-gobelets et les boutons sophistiqués de la limousine. Tu penses que je suis allée trop loin? Ai-je demandé à Robert à voix basse. Je pense que tu es allé exactement aussi loin que nécessaire. Cet homme t'a invité à son mariage spécifiquement pour t'humilier. Et sa nouvelle femme a utilisé son discours pour te traiter de stérile devant une centaine de personnes. Ils t'ont déclaré la guerre en premier. Il avait raison, mais je me sentais encore un peu mal à l'aise à propos de tout ça. Pas coupable exactement, mais submergée par l'ampleur de ce qui venait de se passer. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ai-je demandé à Robert. Maintenant, nous retournons à notre belle vie et laissons Jérôme gérer le désordre qu'il a créé. Tu lui as donné la vérité, Rosaline. Ce qu'il en fait, c'est son affaire. De retour à l'hôtel, nous avons commandé un service d'étage et laissé les filles manger de la glace pour le dîner, tout en regardant des dessins animés. Ça faisait du bien de faire quelque chose de complètement normal après une soirée aussi extraordinaire. Je vérifiais sans cesse mon téléphone, m'attendant à moitié à des messages furieux de Jérôme ou à des appels frénétiques de personnes présentes au mariage. Mais il n'y avait rien, juste un silence paisible, et ma famille rassemblée autour de moi dans notre suite d'hôtel de luxe. « Maman » a dit Zuri alors que je la bordais dans le lit d'appoint fourni par l'hôtel. « On va à une autre fête demain? »« Non, ma chérie. Demain, on rentre à la maison. »« Bien, ma chambre me manque. » Je lui ai embrassé le front et lissé les cheveux en arrière de son visage. La maison me manque aussi. Et c'était vrai. Notre maison avec son grand jardin et le portique que Robert avait construit pour les filles me manquait. Les dîners du dimanche de maman et le rythme familier de notre vie à Chicago me manquaient. Le restaurant, mes employés et les clients qui étaient devenus comme une famille me manquaient. J'étais venue à Atlanta en pensant que j'avais besoin d'une closure, que je devais affronter mon passé pour embrasser pleinement mon avenir. Mais ce que j'ai réalisé, allongé dans ce lit d'hôtel, en écoutant mes filles respirer doucement dans leur sommeil, c'est que j'avais déjà tourné la page il y a des années. La femme que Jérôme avait épousée et quittée avait disparu, remplacée par quelqu'un de plus fort, de plus sage et infiniment plus précieux. Le lendemain matin, alors que notre avion décollait d'Atlanta, j'ai senti un poids se soulever de mes épaules. Un poids que je n'avais même pas réalisé porter. Ce qui arrivait à Jérôme et Véronica maintenant était leur affaire. J'avais dit ma vérité, défendu mon honneur et montré à mes filles à quoi cela ressemblait quand quelqu'un essayait de vous rabaisser et que vous choisissiez de vous tenir droit à la place. Des regrets? A demandé Robert alors que la Géorgie disparaissait sous les nuages. Juste un, ai-je dit. J'aurais dû le faire il y a des années. Il a ri et a serré ma main. Peut-être que tu avais besoin de devenir celle que tu es maintenant avant de pouvoir faire ce que tu as fait hier soir. Peut-être. Nous sommes rentrés à Chicago, vers notre vie, vers l'entreprise qui prospérait, la famille qui était en bonne santé et l'avenir qui brillait de possibilités. Nous sommes rentrés vers tout ce que Jérôme m'avait dit que je n'aurais jamais, tout ce dont il m'avait convaincu que je ne méritais pas. Et savez-vous quoi? Je n'ai plus jamais regardé en arrière. L'histoire aurait dû s'arrêter là, avec moi m'éloignant de mon passé, pour entrer dans un avenir magnifique. Mais Jérôme n'en avait pas tout à fait fini. 3 semaines après le mariage, Robert m'a montré un article paru dans l'un des blogs de potins d'Atlanta.
Drame de mariage, le grand jour d'un homme d'affaires local se transforme en épisode de Jerry Springer, titrait l'article, accompagné de photos floues prises avec des téléphones portables ce soir-là et d'un récit détaillé de tout ce que j'avais révélé. L'article était brutal. Il détaillait l'infertilité de Jérôme, les questions sur la paternité de ses enfants et l'entreprise qu'il avait construite avec l'argent de son ex-femme. Quelqu'un avait même publié l'audio de mon discours, qui avait été vu des milliers de fois en ligne. Mais ce n'était pas la partie la plus intéressante. La partie la plus intéressante se trouvait dans la section des commentaires, où plusieurs personnes prétendant connaître Jérôme et Véronica, personnellement, partageaient des détails supplémentaires sur leur relation. Apparemment, Véronica soupçonnait depuis des années que Kennedy n'était pas l'enfant de Jérôme. Il y avait eu une brève séparation au moment de la conception de Kennedy et Véronica voyait quelqu'un d'autre. Elle s'était convaincue que les dates correspondaient, mais au fond, elle s'était toujours posé la question. De son côté, Jérôme avait des difficultés financières plus importantes que ce que quiconque réalisait. L'entreprise de pressing allait bien, mais il vivait bien au-delà de ses moyens, essayant de maintenir une image de succès que ses revenus réels ne pouvaient pas soutenir. Le mariage coûteux, les voitures de luxe, les vêtements de marque, tout était financé par des crédits et des prêts qu'il peinait maintenant à rembourser. Un mois après le mariage, Véronica avait demandé le divorce. Elle avait pris Kennedy et était retournée vivre chez ses parents, laissant Jérôme seul dans la maison lourdement hypothéquée. Le scandale avait endommagé sa réputation commerciale, plusieurs clients prestigieux allant voir ailleurs. Mais voici la partie qui m'a vraiment marquée. L'avocate de Véronica s'en prenait également aux actifs de l'entreprise dans le divorce. Elle affirmait qu'en tant qu'épouse, Véronica avait droit à la moitié de tout ce que Jérôme avait construit pendant leur relation. Jérôme avait contre-attaqué en affirmant que l'entreprise existait avant leur mariage et n'était donc pas un bien commun. C'est alors que l'avocate de Véronica a avancé un argument très intéressant. Si Jérôme avait utilisé l'argent de son ex-femme pour démarrer l'entreprise, et si cette ex-femme n'avait jamais été correctement indemnisée pour son investissement, ce que nous savions tous être le cas, alors techniquement, les actifs de l'entreprise pourraient encore être considérés comme des biens matrimoniaux de son premier mariage. C'était une hypothèse juridique audacieuse, mais suffisante pour bloquer les actifs de Jérôme au tribunal pendant des mois, pendant que les avocats réglaient la question. J'ai appris tout cela parce que l'avocate de Véronica m'a contacté. Madame Roberts, a dit la femme lorsqu'elle m'a appelé au restaurant un mardi matin. Je m'appelle Jennifer Martinez et je représente Veronica Morrison dans sa procédure de divorce contre Jérôme Morrison. Je me demandais si vous seriez disposé à discuter de l'investissement que vous avez fait dans l'entreprise de votre ex-mari. J'étais en train de remuer une casserole de soupe quand elle a appelé et j'ai dû m'asseoir pour assimiler ce qu'elle me demandait. Quel genre de discussion? Ai-je demandé prudemment. Eh bien, d'après ce qui s'est passé au mariage et les informations maintenant publiques, il semble que vous pourriez avoir une revendication légitime sur une partie des actifs de l'entreprise si vous n'avez jamais été correctement indemnisé pour votre investissement initial. S'il n'y avait pas d'accord formel sur l'utilisation de cet argent, alors légalement parlant, vous pourriez encore avoir un intérêt financier dans l'entreprise. Il ne m'était jamais venu à l'esprit de réclamer l'argent de Jérôme. J'avais ma propre entreprise prospère, ma propre sécurité financière. Je n'avais besoin de rien venant de lui. Mais alors que Jennifer expliquait les principes juridiques en jeu, j'ai commencé à comprendre que ce n'était pas vraiment une question d'argent. Il s'agissait de justice. Il s'agissait de tenir Jérôme responsable de ce qu'il m'avait pris. De combien parlons-nous? Ai-je demandé. Eh bien, cela dépend de plusieurs facteurs. Combien avez-vous investi initialement? Quelle était la valeur de l'entreprise au moment de votre divorce? Quelle est sa valeur maintenant? Mais de manière prudente, nous parlons probablement de plusieurs centaines de milliers de dollars. Peut-être plus. Plusieurs centaines de milliers. Assez pour étendre Nourish à de nouveaux marchés. Assez pour constituer des fonds pour les études universitaires de mes filles. Assez pour m'assurer que maman n'aurait plus jamais à s'inquiéter des factures médicales. J'ai besoin de réfléchir à ça, ai-je dit à Jennifer. Bien sûr, mais Madame Roberts, sachez que le délai de prescription pour ce type de revendication est sur le point d'expirer. Si vous voulez poursuivre cela légalement, vous devez agir rapidement. J'en ai discuté avec Robert ce soir-là, après que les filles étaient couchées. Qu'en penses-tu? Lui ai-je demandé.
Je pense que Jérôme te doit bien plus que de l'argent, mais si la loi dit que tu as droit à une compensation pour ce que tu as investi, alors peut-être que tu devrais la prendre. Ça semble un peu comme frapper quelqu'un déjà à terre. Rosaline, cet homme t'a invité à son mariage spécifiquement pour t'humilier. Il a laissé sa nouvelle femme te traiter de stérile devant une centaine de personnes. Il a pris ton argent, ta loyauté, ton amour et t'a tout renvoyé au visage. Il est à terre non pas à cause de la malchance ou de circonstances hors de son contrôle. Il est à terre parce que ses mensonges l'ont finalement rattrapé. Robert avait raison, mais je me sentais encore un peu mal à l'aise à ce sujet. Pas coupable exactement, mais submergé par l'ampleur de ce qui venait de se passer. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Lui ai-je demandé. Je pense que Jérôme te doit bien plus que de l'argent, mais si la loi dit que tu as droit à une compensation pour ce que tu as investi, alors peut-être que tu devrais la prendre. J'en ai rediscuté avec Robert ce soir-là, après que les filles étaient couchées. Qu'en penses-tu? Lui ai-je redemandé. Je pense que Jérôme te doit bien plus que de l'argent, mais si la loi dit que tu as droit à une compensation pour ce que tu as investi, alors peut-être que tu devrais la prendre. Ça semble un peu comme frapper quelqu'un déjà à terre. Rosaline, cet homme t'a invité à son mariage spécifiquement pour t'humilier. Il a laissé sa nouvelle femme te traiter de stérile devant une centaine de personnes. Il a pris ton argent, ta loyauté, ton amour et t'a tout renvoyé au visage. Il est à terre non pas à cause de la malchance ou de circonstances. Il est à terre parce que ses mensonges l'ont finalement rattrapé. Robert avait raison, mais je luttais encore avec la décision. J'avais travaillé si dur pour dépasser mon besoin de vengeance, pour trouver la paix avec mon passé. Aller après l'argent de Jérôme semblait être un pas en arrière. Mais ensuite, j'ai pensé à autre chose. J'ai pensé à toutes les femmes qui avaient été à ma place. Les femmes qui avaient tout donné à des hommes qui ne leur donnaient rien en retour. Les femmes qui avaient été rejetées, blâmées, faites se sentir comme des échecs. Les femmes qui n'avaient pas les ressources ou le système de soutien pour reconstruire leur vie comme je l'avais fait. Et si c'était pas une question de vengeance? Et si c'était une question d'établir un précédent? Et si c'était une question de montrer aux autres femmes qu'elles n'avaient pas à accepter d'être traitées comme des commodités jetables? J'ai rappelé Jennifer le lendemain matin. Je veux poursuivre la revendication, lui ai-je dit. Pas pour la vengeance, mais pour la justice. Et je veux donner tout ce que nous récupérerons à des organisations qui aident les femmes à reconstruire leur vie après un divorce. C'est très généreux de votre part, Madame Roberts, et cela aidera probablement l'image du dossier si le juge voit que vous ne cherchez pas simplement à vous enrichir des malheurs de votre ex-mari. Le processus juridique a pris 8 mois. 8 mois de déposition, d'examen de documents et d'audience au tribunal, auxquels je n'ai pas eu à assister pour la plupart. 8 mois où les avocats de Jérôme ont tenté d'argumenter que l'argent que je lui avais donné était un cadeau, pas un investissement, et donc non sujet à un quelconque remboursement. Mais j'avais cet enregistrement. L'enregistrement où Jérôme déclarait clairement que j'investissais en nous, en notre avenir, et promettait que nous aurions tout ce dont nous avions toujours rêvé ensemble. L'enregistrement qui prouvait que l'argent venait avec des attentes et des promesses qui n'ont jamais été tenues. En fin de compte, le juge a statué que j'avais droit à une compensation équivalent à mon investissement initial, plus les intérêts, ainsi qu'à une partie de la croissance de l'entreprise attribuable à ce financement initial. Le total s'élevait à un peu plus de 400 000 $. Jérôme a dû vendre l'un de ses 3 pressans pour payer le jugement. Mais ce qui m'a le plus surprise dans tout ce processus juridique, c'est que je ne me suis pas sentie vindicative ou triomphante lorsque nous avons gagné. Je n'avais pas l'impression d'avoir obtenu ma revanche ou prouvé ma valeur. Je me sentais juste, fini avec Jérôme, fini avec ce chapitre de ma vie, fini de porter de la colère ou du ressentiment pour ce qui m'était arrivé. L'argent n'était pas une victoire, c'était juste le point final d'une très longue phrase. J'ai tenu ma promesse concernant le don de l'argent. J'ai trouvé 3 organisations à Chicago qui aidaient les femmes en transition après des mariages abusifs ou malheureux, offrant de la formation professionnelle, de la garde d'enfants, une assistance juridique et un soutien émotionnel. 400 000 $ répartis en 3 pouvaient aider beaucoup de femmes à se remettre sur pied. Le don a fait les nouvelles locales, ce qui a conduit à un reportage sur Nourish et mon parcours personnel. Ce reportage a conduit à des engagements de conférences
qui ont conduit à un contrat pour un livre, qui a conduit à un tout nouveau chapitre de ma vie en tant que personne aidant d'autres femmes à trouver leur force après que la vie les ait renversées. Mais c'est une autre histoire pour un autre jour. L'important, c'est que 5 ans après que Jérôme m'a invité à son mariage pour m'humilier, j'étais sur une scène lors d'une conférence sur l'autonomisation des femmes à Denver, regardant un public de 500 femmes venues entendre parler de résilience, de réinvention et de refus de laisser les autres définir votre valeur. L'homme qui m'a brisé, leur ai-je dit, pensait qu'il invitait une victime à son mariage. Au lieu de cela, il a invité la femme qui exposerait ses mensonges, récupérerait son pouvoir et utiliserait son expérience pour aider des centaines d'autres femmes à faire de même. Les applaudissements étaient assourdissants, mais ce n'était pas ce qui comptait pour moi. Ce qui comptait, c'étaient les femmes qui sont venues me voir après, les larmes aux yeux, me disant que mon histoire leur avait donné de l'espoir, qu'elles avaient été à ma place, ressenti ce que j'avais ressenti, cru ce que j'avais cru à propos d'elles-mêmes et de ce qu'elles méritaient. Ce qui comptait, c'étaient les emails que j'ai reçus de femmes qui avaient quitté leur propre Jérôme, qui avaient trouvé leur propre Robert, qui avaient construit leur propre Nourish. Des femmes qui avaient appris que le fait d'être rejetées par quelqu'un qui ne voyait pas votre valeur n'était pas un reflet de votre propre valeur. C'était un reflet de leur aveuglement. Ce soir-là à Denver, j'ai appelé Robert depuis ma chambre d'hôtel. « Comment ça s'est passé ?» a-t-il demandé, et je pouvais entendre les filles bavarder en arrière-plan, probablement en train de lutter contre l'heure du coucher, comme elles le faisaient chaque soir où j'étais absente. « Ça s'est passé parfaitement, » lui ai-je dit. « Je pense que je suis prête à rentrer à la maison maintenant. Nous sommes prêts à ce que tu rentres aussi. » Zurich a dessiné un arc-en-ciel, et Zara a appris à écrire entrepreneur, parce qu'elle dit que c'est ce que maman est. Et Zoé m'a demandé si tu étais célèbre maintenant parce que les gens veulent toujours prendre des photos avec toi. Chérie, qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que maman a toujours été célèbre dans notre maison, mais que maintenant, les autres commencent enfin à comprendre ce que nous savons depuis toujours. Je t'aime aussi. Rentre à la maison et raconte-nous comment tu as changé le monde aujourd'hui. Je suis rentrée à la maison, à Chicago, chez ma famille. Au restaurant qui avait commencé comme une tentative désespérée de survivre et était devenu un symbole de ce qui était possible lorsque vous refusiez de laisser les limites des autres définir votre potentiel. Le mariage de Jérôme était censé être mon humiliation. Au lieu de cela, il est devenu le moment où j'ai enfin, pleinement, complètement embrassé celle que j'étais toujours destinée à être. Et la femme que je suis devenue était bien plus que celle qu'il avait essayé de garder petite, n'aurait jamais pu imaginer. Parfois, la meilleure revanche n'est pas la revanche du tout. Parfois, c'est simplement vivre si bien, si pleinement, si authentiquement que la personne qui vous a blessé devient insignifiante dans votre histoire. Ils deviennent une note de bas de page dans le roman épique de votre vie. Un bref chapitre qui devait arriver pour que tous les magnifiques chapitres qui suivent puissent se dérouler exactement comme ils étaient destinés à le faire. Je n'ai plus jamais revu Jérôme après cette nuit de mariage. J'ai entendu dire qu'il travaillait maintenant dans l'entreprise de pressing de quelqu'un d'autre, après que le scandale et les poursuites lui ont coûté la plupart de ce qu'il avait construit. J'ai eu pitié de lui, en fin de compte, pas parce qu'il luttait, mais parce qu'il ne comprendrait jamais ce qu'il avait jeté. Il ne saurait jamais ce que ça faisait d'être aimé véritablement, complètement, inconditionnellement, par quelqu'un qui voyait tout de lui et le choisissait quand même. Il ne connaîtrait jamais la joie de construire quelque chose de significatif avec un véritable partenaire, de créer une vie plus grande et plus belle que ce que l'un ou l'autre aurait pu accomplir seul. Il pensait avoir gagné en me quittant. Mais en fin de compte, la seule personne qu'il avait vaincue était lui-même. Quant à moi, j'ai gagné le seul prix qui comptait vraiment. La vie que j'étais toujours destinée à vivre avec les personnes que j'étais toujours destinée à aimer, faisant le travail que j'étais toujours destinée à faire. Et cette victoire était plus douce que n'importe quelle revanche aurait pu l'être. En regardant en arrière maintenant, je vois que chaque moment douloureux de mon mariage avec Jérôme me préparait à l'abondance qui m'attendait de l'autre côté de cette douleur. Chaque jour passé à douter de ma valeur m'apprenait à reconnaître le véritable amour quand il arriverait enfin. Chaque dollar économisé et donné posait les bases de l'empire que je construirais finalement à mes propres conditions.
La femme qui est entrée dans le mariage de Jérôme avec des triplets sur la hanche et de la dignité dans le cœur était quelqu'un que je n'aurais jamais pu devenir si j'étais restée mariée à un homme trop petit pour apprécier ce qu'il avait. Alors, merci, Jérôme, d'être exactement qui tu étais. Merci de m'avoir montré ce que je ne voulais pas, ce que je n'accepterais pas, ce que je valais plus que ça. Merci de m'avoir brisé si complètement que je n'ai eu d'autre choix que de me reconstruire en quelqu'un d'incassable. Merci de m'avoir invité à ton mariage. C'était exactement la clôture dont je ne savais pas avoir besoin. Je m'appelle Rosalind Roberts. Je suis une femme d'affaires prospère, une épouse dévouée, une mère aimante et une femme qui a appris que parfois, le plus grand cadeau que quelqu'un peut vous offrir est de vous montrer que vous méritez mieux que ce qu'il propose. Voici mon histoire et elle a une fin très heureuse. Maintenant, dites-moi ce que vous auriez fait à ma place. Auriez-vous simplement ignoré l'invitation ou pensez-vous que j'en ai trop fait, trop dit? Faites-le moi savoir dans la section des commentaires. J'adorerais avoir vos avis. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, d'aimer cette vidéo et de la partager avec vos proches. Nous publions des vidéos tous les jours sur cette chaîne, alors ce serait une bonne idée de jeter un œil aux autres vidéos ici aussi. N'oubliez pas de commenter vos pensées et opinions sur cette histoire. On se retrouve dans la prochaine histoire. À bientôt.